tout de suite, on passe à la grande interview de la semaine. C'est l'heure du vieux. Mathieu Ricard, rebonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes philosophe, photographe, spécialiste de génétique cellulaire et moine bouddhiste. Alors, je précise pour les fans des Marseillais à Miami que bouddhiste ne veut pas dire que vous boudez. Alors, moine bouddhiste, mais aussi moine médiatique. Vous avez vendu des centaines de milliers de livres, mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que les droits d'auteur sont intégralement reversés à chaque fois à votre organisation humanitaire qui s'appelle Karuna Shechen. Vous avez fondé en 2000 et qui aide aujourd'hui 400 000 personnes en Inde, au Tibet, au Népal, dans des écoles, dans des dispensaires, dans des cliniques. Il vous reste rien. Bah, juste de quoi me déplacer. Ouais. Mais enfin, je n'ai pas besoin. Mon ermitage fait 9 mètres carrés, sans chauffage, j'ai pas de voiture, pas de terrain, pas de maison. Et puis en plus, au Népal, on ne peut pas faire de piscine parce que c'est en pente partout. Les Ferrari ne circulent pas. Ouais. Enfin, j'en ai vraiment pas besoin, ça serait plutôt des ennuis qu'autre chose. Vous dites, je n'ai pas de maison, à part votre petit ermitage évidemment. J'ai en tout et pour tout 3 paires de chaussures, une pour ici et 2 pour le Népal, où je vis 6 mois par an. Voilà. C'est le dénuement absolu. Mais non, c'est la simplicité volontaire et heureuse. Ouais. Moine bouddhiste, mais aussi moine médiatique, on l'a dit, à la télévision. Vous dites, c'est pour mes projets humanitaires que je fais le clown dans les médias. Vous avez l'impression de faire le clown? Oh, c'est comme les gens disent toujours le moine hyper médiatisé. Vous avez dit l'homme le plus heureux du monde, c'est la plus grosse blague de la planète. Mais enfin, bon, c'est pas grave. Ouais. Si vous voulez, en fait, des fois, même des gens qui me demandent pourquoi est-ce que vous venez quand vous demandez. Je dis, vous m'avez demandé de venir, je suis là, sinon je suis tranquille dans mon ermitage. Ouais. En fait, c'est très simple. Il y a 2 raisons. Une part, parce qu'il y a des idées qui me sont extrêmement chères et qui, je pense, peuvent être utiles à partager. Ne serait-ce sur l'altruisme, la coopération, la bienveillance, le fait d'être un peu moins l'esclave de toutes nos émotions destructrices. Et ensuite, effectivement, quand je suis dans mon ermitage, je me dis pourquoi je redescends, c'est beaucoup pour soutenir ces projets humanitaires que j'ai commencé, dont je suis un peu le visage public, hein, donc le clown. Et puis aussi, maintenant que je prends de l'âge, l'idée peut-être de fonder une fondation qui malheureusement porte mon nom. Si vous voulez que les gens continuent à donner de l'argent, il vaut mieux qu'elle porte votre nom. Si vous voulez, c'est un peu l'épidémie du narcissisme, mais dans mon cas, c'est plutôt pour que ça perdure après moi. Les idées vers une société plus altruiste, faire peut-être des actions en France pour ceux qui sont dans le besoin, et continuer nos actions en Asie. Alors, vœu de pauvreté, mais aussi vœu de chasteté. Alors, bien sûr, vous avez eu des aventures amoureuses jusqu'à vos 30 ans. Vous avez même failli vous marier quand vous aviez 21 ans. Ah, vous savez tout. Ouais. Mais depuis votre ordination en 1978, il y a donc 40 ans, no sexe. Non, mais ceci dit, c'est forcément, on a des affinités électives. On se sent très proche de certaines personnes. La moitié de l'humanité, à peu près, c'est des femmes. Donc l'idée qu'on va dire, oh là là, attention, c'est sûr qu'on a des sentiments. Ben, ceci dit, j'ai gardé jusqu'à maintenant mes vœux monastiques et à 73 ans, voilà, je crois que c'est râpé. De finir comme ça. Mais honnêtement, ça vous a apporté quoi, cette chasteté? Alors, si vous voulez, c'est pas seulement la chasteté. C'est le fait que si j'avais une famille et des enfants, comme j'aurais pu l'avoir, je serais probablement encore à l'Institut Pasteur ou quelque part. Ouais. L'idée de partir dans l'Himalaya pendant 5 ans, tout seul dans un ermitage, comme je l'ai fait au fil du temps, c'est pas très sympa pour la femme et les enfants. Bon. Donc, si vous voulez, ça donne une liberté incroyable. J'aurais jamais pu faire tout ce que j'ai fait pendant 50 ans dans l'Himalaya si j'avais eu la responsabilité d'une famille, élever des enfants. Ce qui est incroyable quand même, Mathieu Ricard, c'est que les maîtres et les lamas bouddhistes n'ont pas d'obligation de chasteté, en fait. Alors, mes 2 maîtres principaux, les premiers, Kangyo Rinpoche et Dzogchen Rinpoche, avaient une famille, c'était des yogis. Voilà. Alors, eux n'avaient pas fait ce vœu de monastique, comme le Dalai Lama l'a fait, par exemple. Non, c'est un choix de vie. C'est un choix, c'est pas obligatoire, disons. Ça vous aide pas forcément d'atteindre à l'éveil, mais simplement, ça simplifie l'existence, pour sûr. Vous dites la droite a fini par apparaître comme un syndicat de défense des privilégiés. Il faut que la droite se consacre aux déshérités avant tout.
Moi, je prendrais un exemple tout simple. Je reviens à la réalité de mon expérience d'enseignant. C'est vraiment ma vocation. J'ai toujours voulu enseigner dans le secondaire. Et quand j'ai commencé à enseigner, j'ai été au contact de ceux qui sont directement les principales victimes de la crise de notre école. Quand la droite a défendu une opposition très forte aux questions éducatives, aux réformes qui avaient lieu, elle le faisait souvent en disant il faut défendre l'excellence, il faut défendre l'élitisme. C'est vrai d'une certaine manière qu'il faut défendre l'excellence, mais il faut d'abord défendre l'excellence, non pas pour ceux qui sont déjà les plus favorisés, il faut d'abord la défendre pour ceux qui sont directement victimes de la baisse du niveau dont notre école souffre aujourd'hui, c'est-à-dire de ceux qui sont aujourd'hui dans les familles qui cumulent le plus de difficultés. Ça, c'est un grand thème de la droite, défendre la culture, défendre la transmission de l'héritage, mais nous devons défendre ces questions-là d'abord pour les plus déshérités et pour les plus défavorisés. Alors, primat de l'intellectuel et du culturel sur l'économie, et préférer la lettre aux chiffres. Et ça, Edgar Morin m'a dit ici qu'effectivement, le monde avait basculé le jour où les chiffres ont pris le pouvoir. C'est vrai qu'on vit cet aboutissement aujourd'hui, qu'est la numérisation du monde, où tout ce qui existe doit pouvoir être traduit en chiffres, où tout ce qu'on vit doit pouvoir être converti en nombres. Cette numérisation du monde, cette passion pour le big data, peut-être elle nous laisse un peu démunis quand il s'agit de dire ce qui ne se traduit pas en nombres. Et je crois, je ne vais pas donner le sentiment que je suis opposé au nombre, que je suis opposé à la liberté d'entreprendre, à l'initiative, à la réussite économique. C'est très important, encore une fois. Mais de fait, il faut qu'il y ait un marché, il faut qu'il y ait un marché qui fonctionne bien. Mais ce qui donne un sens au marché, ce qui donne un sens aux chiffres et à l'échange, c'est ce qui ne s'échange pas, c'est ce qui ne se marchande pas. Alors, vous attendez quoi du grand débat national, François-Xavier Bellamy ? Je ne sais pas trop quoi en attendre, parce qu'en fait, ce qui me fait très peur, c'est le sentiment qu'on ne sait pas du tout à quoi il va finir par servir. La politique, c'est aussi des rythmes qui sont déterminés par les institutions. Je le disais tout à l'heure, je pense qu'on paye assez cher le fait que le débat de 2017 n'a pas été pour la France l'occasion d'un vrai choix d'avenir. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve avec toutes ces questions qu'on n'a pas réglées, en fait. Sans doute, on ne fera pas l'économie de retourner ensemble au moment de ce choix. Parce que si c'est juste un débat en l'air, je ne sais pas tellement ce que le président de la République pourra faire des résultats qui lui seront confiés. Si vous étiez au pouvoir, est-ce que vous reviendriez sur le mariage pour tous ? Si j'étais au pouvoir, je pense qu'il faudrait qu'on repense en profondeur la question de la famille. C'est ça qui m'a beaucoup blessé dans ce débat, c'est que j'ai l'impression qu'on n'a pas réussi à se comprendre au fond, qu'on n'a pas réussi à en parler vraiment. Ça a été une occasion de confrontation très vive. Très dur. Et très dure, et d'une certaine manière très blessante pour tout le monde. Dans ce débat, moi, ce qui me tenait à cœur, c'est de dire justement que dans ce monde où tout est mouvant, on a besoin de repères clairs et stables. Et que être un enfant, ça veut dire savoir qui sont ses parents, et qu'on ne peut pas faire du seul désir l'occasion du lien de filiation. Si on fait du seul désir l'occasion du lien de filiation, ben on sait la fragilité du désir. Et en disant ça, je ne parle pas spécialement de la question de l'homosexualité ou des personnes homosexuelles. C'est une question qui évidemment portait et pesait sur elles. Mais d'une certaine façon, ce n'était pas d'abord le sujet. Le sujet fondamental, c'est qu'est-ce que c'est qu'une famille ? Et ça fait trop longtemps vraiment qu'on est en train de détricoter par tous les moyens possibles, je pense à la politique familiale en particulier, qu'on est en train de détricoter ce qui faisait une des forces de notre pays, c'est-à-dire le fait qu'il se reposait, qu'il s'appuyait sur la solidité des liens familiaux. C'est un grand impensé d'ailleurs de la question des gilets jaunes aujourd'hui. Sur les ronds-points, les gens disent d'abord qu'ils sont tout seuls. Et cette solitude profonde qu'on est tous exposés à vivre aujourd'hui, elle est aussi liée à la question de la famille. Si j'étais au pouvoir, je tenterais, ou en tous les cas, si demain je fais de la politique, je tenterais simplement d'essayer de reposer cette question de savoir ce que c'est que ce lien fondamental qui nous réunit. Alors, si vous étiez au pouvoir, est-ce que vous seriez plus restrictif sur l'accueil des migrants ? Oui, parce que je pense qu'en fait, une politique qui prétend à la belle intention de l'ouverture inconditionnelle provoque exactement la catastrophe qu'elle dénonce. Fondamentalement, tout ce qui augmente les flux, tout ce qui fait comme si on pouvait croire qu'il y a des migrants. C'est incroyable d'ailleurs ce mot de migrant. Personne n'est un migrant en fait, personne n'est en déplacement. On est tous justement des êtres humains, on a tous besoin d'une demeure. Et tout migrant qui est arraché à son univers familier, à sa demeure, soit par la violence du lieu où il se trouve, soit par le fait qu'un Eldorado l'attire, qui est en fait une utopie, une fiction. Tout migrant qui est arraché à son milieu naturel vit d'abord un arrachement. Il est perdu, il perd quelque chose de fondamental. Et en fait, quand on fait comme si on pouvait venir ici sans condition, quand on fait comme si c'était facile de s'installer dans notre pays, on provoque la tragédie. J'ai lu un rapport passionnant il y a quelques jours qui dit que, c'est des chercheurs européens qui ont travaillé sur le sujet, que le business des passeurs s'alimente de la fragilité des procédures d'asile. Et le business des passeurs, on sait ce que c'est de la traite d'êtres humains, avec évidemment les plus belles promesses et qui se nourrit de nos belles intentions. Et donc il faut qu'on soit capable de dire, voilà, construire une demeure, c'est-à-dire
Avoir 4 murs et une porte, c'est la condition pour accueillir ceux qui en ont vraiment besoin, mais c'est aussi ce qui doit nous permettre de faire en sorte qu'on retourne à un monde qui soit un peu plus sensé, où on ne facilite pas indéfiniment les circulations qui provoquent du malheur à grande échelle. Pourtant, François-Xavier Bellamy, la charité chrétienne vous imposerait quand même de recevoir ces gens qui souffrent dans leur pays, non ? Bien sûr, il faut ouvrir la porte à ceux qui en ont besoin, à ceux qui en ont absolument besoin. Mais je dirais 2 choses sur le sujet. La première chose, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui viennent dans notre pays sont ceux qui ont réussi à réunir dans leur pays suffisamment d'économies, suffisamment de moyens pour partir. Ceux qui ont quelques formations, quelques diplômes. Et donc, en fait, derrière, là aussi, nos bonnes intentions... Ça appauvrit ces pays-là. Il y a évidemment ce qui vient empêcher ces pays de se développer comme ils le devraient. La deuxième chose, qui est très importante aussi, c'est qu'en réalité, l'asile, ça suppose de pouvoir aller dans un pays sûr quand votre pays est traversé par la guerre ou par la violence. Quand vous êtes dans un village et que votre maison brûle, c'est normal que vous puissiez être accueilli chez votre voisin parce que vous en avez besoin. Mais quand vous êtes dans un village et que votre maison brûle, vous n'avez pas nécessairement le droit d'entrer dans n'importe quelle maison du village. Et aujourd'hui, on est tombé dans une sorte de folie avec la question de l'asile, où on fait comme si, parce que votre pays ne va pas bien, vous avez le droit d'habiter dans le monde entier, là où vous en avez envie. Pour vous, amour et mariage ne coïncident pas forcément, pas plus que amour et sexe. Mais non, bien entendu. Enfin, encore faut-il le dire. Mais tout ça est dans une confusion que vous pouvez voir partout, au cinéma, dans les kiosques, les magazines, etc. Non, c'est une confusion complète. Je crois que tout simplement, l'amour est quelque chose de tout à fait profond, qui entraîne une fidélité très profonde, qui n'a rien du tout de sexuel. Voilà. Ça n'a rien à voir. Vous dites la fidélité sexuelle, c'est idiot. Oui. Oui, c'est pas la vraie fidélité. Non. Voilà. Et en même temps, la sexualité est pas sans mieux, parce que vous dites la sexualité des jeunes gens n'est pas pauvre, elle est inexistante. Et vous vous expliquez en disant, à partir du moment où tout est permis, bah, plus rien n'est drôle, quoi. Il y a plus de tabou, il y a plus de transgression, en fait. Et non, et c'est pour ça qu'il y a dépression. Voilà. Alors, sur le mariage pour tous, on vous a demandé votre avis, vous avez dit, le mariage, qu'il soit hétéro ou gay, est un abêtissement. Oui, voilà. Alors, à propos de Balance ton porc, vous avez dit, c'est injuste pour les porcs, car le porc est une créature éminemment érotique. Oui, et douce, et tendre, et mangeable en plus, bien que ce soit interdit, vous savez, dans certaines régions religieuses. Le porc, mais c'est une merveille, le porc. Arriver à bon port, oui. Vous savez, c'est quand même fondamental. Vous dites, bah, c'est pas dans votre livre, mais vous l'avez dit sur France Inter il y a 2 ans, la femme française a baissé depuis le XVIIIe siècle. Est-ce que vous pensez que Balance ton porc a tué le libertinage, par exemple ? Ça ne peut pas tuer le libertinage, parce que le libertinage correspondra à des systèmes nerveux qui se débrouilleront dans n'importe quelle circonstance. N'importe quoi. Donc, c'est tout simplement des trucs qui sont de vengeance, de ressentiment. Le problème aujourd'hui, c'est la haine, vous savez, c'est la haine. Tu haïras ton prochain comme toi-même. Oui. Voilà bon, où nous ça. en sommes. Ouais, parfait. Alors, vous parlez de Dieu. Donc vous êtes athée, on est d'accord. Vous êtes athée. Mais vous êtes quand même sensible à l'encens, aux orgues. J'aime l'Église catholique. Ouais. Et je suis ahuri de voir qu'elle est en pleine détérioration, qu'on fait son procès sans arrêt sexuel, et que tout ça... Surtout beaucoup d'églises malgré vandalisées. Un pape jésuite qui lutte contre sa curie, et qui l'enferme, et qui lui coupe les jarrets à chaque occasion, tout ça est triste, mais très révélateur, parce que c'est sur 2000 ans que ça se passe. Et quand vous êtes en Italie, cher Thierry Ardisson, vous admirez quoi ? L'Église catholique. Voilà, pour ces merveilleuses réalisations. Alors, en revanche, vous parlez du diable. Pour vous, le diable, c'est la société du spectacle, c'est le mensonge social, c'est quelqu'un qui s'affiche très moraliste en tous les cas, et vous tenez, par rapport à ce moralisme, ou à cette moraline, à conserver votre mauvaise réputation. Oui. Absolument, d'ailleurs je la conserve très bien, je suis censuré à peu près partout, merci de m'inviter. Chez moi, vous avez toujours été le bienvenu. Le diable, c'est le prince de ce monde, c'est-à-dire le prince du mensonge, vous savez, je suis les textes d'assez près, et c'est quelqu'un qui veut diviser, pour régner. Alors,
J'adore quand vous dites « Il n'est pas question que je meure ». Je trouve ça génial. J'adore. Bien sûr. Il y a un philosophe que j'aime beaucoup, qui est Spinoza, et qui a écrit ceci. Nous sentons et nous expérimentons que nous sommes éternels. Ouais. Eh ben voilà, j'expérimente. Et je vous souhaite à la prochaine. Il y a peut-être une chose, là, j'en parlais à ma femme tout à l'heure, c'est la question Colombo. Vous avez déclaré « Aucun des écrivains que j'admire n'est à l'Académie. Elle est réservée aux médiocres, à ceux qui ne laisseront pas de traces durables. » Ça, c'était en 2008. 10 ans après, vous n'avez pas changé d'avis? Non, pas du tout, au contraire. Je pense que c'est en pleine perdition. Ouais. D'ailleurs, les écrivains intéressants... ce qui pourrait produire un petit soubresaut, c'est si Houellebecq, venant de sa misère, rentrait à l'Académie. Oui. Ce serait un pied de nez, mais ce serait une plaisanterie magnifique. Ouais. Donc, n'en parlons plus. Quand vous voyez Frédéric Mitterrand, Pascal Bruckner, Luc Ferry se faire recaler, ça vous désole ou... Ce ne sont pas des écrivains. Ouais. En principe, il y avait des gens de très grand talent à l'Académie. Mauriac, Paul Morand, voilà, par exemple. Bon, là, ça n'est plus. Ça a toujours été assez triste comme personnel. Ouais. Bon, enfin, je ne sais pas pourquoi on parle encore de ce vieux mouroir. Oui. C'est un mouroir. C'est un mouroir. Voilà. Et maintenant, à la main, qu'on va faire une interview Meilleurs ennemis. Quel est le pire défaut d'Emmanuel Macron? D'être trop jeune. Qu'est-ce que vous enviez à Laurent Wauquiez? Rien. Qui d'ailleurs réussit la performance de montrer que la plus grande des éducations n'est pas synonyme d'intelligence politique. Qu'est-ce qui est rassurant chez Marine Le Pen? Rien. Qu'est-ce qui est admirable chez Ségolène Royal? Sa ténacité. Oui. Qu'est-ce qui vous rend dingue de Benoît Hamon? Qui? Qu'est-ce qui rend Christophe Castaner si exceptionnel? D'être là où il est. Qu'est-ce qui est si impressionnant chez Marlène Schiappa? Le fait qu'elle arrive à vous faire parler d'elle tout le temps. Oui. Elle se donne du mal quand même. Oui, hein. mais vous tombez dans le piège. Ah oui, volontiers. Qu'est-ce que François Hollande avait compris avant les autres? Rien. Ah ouais. Ouais. Qu'est-ce que l'on regrette chez Nicolas Sarkozy? Que les pas de côté qu'il a pu faire font qu'on ne garde pas le meilleur souvenir de ce qu'il a fait de bien, ce dont on a parlé. Qu'est-ce qui est craquant chez Angela Merkel? Sa fermeté, son courage. Moi, elle m'impressionne beaucoup. Ouais. Oui, elle me fait craquer, désolé. Ah oui, ben voilà, très bien. Quelle est la plus grande expression de sagesse de Donald Trump? Il y en aura peut-être une, ne pas se représenter. Voilà. En fait, Donald Trump, c'est un peu le président des Gilets jaunes américains, non? Oui. Ben, c'est pour ça qu'il vaut mieux que les Gilets jaunes n'aient pas le pouvoir. Ce que j'aime dans vos interviews, ça me rappelle le grand oral de l'ENA, mais en rigolo. De vous raconter les années Charlie Hebdo, donc effectivement c'est passionnant, je ne vais pas tout dire aujourd'hui, mais c'est vraiment passionnant. Les années France Inter, alors là aussi ça recommence. On dit que c'est l'amitié que vous avez avec Carla Bruni qui avait incité Nicolas Sarkozy à vous faire nommer à la tête de la station. Ça a été un... Mais si les gens avaient été un peu observateurs, ils auraient compris quand même que je travaillais avec Jean Lucas depuis déjà 20 ans. Synergie, il y avait. On travaillait vraiment ensemble depuis longtemps. On a même dit que vous écriviez les chansons de Carla Bruni à l'époque. Oui, ce qui était insultant pour Carla, c'est vrai que Carla est une amie que j'aime beaucoup et qui écrit des très belles chansons toute seule. Elle a tellement pas besoin de moi pour écrire ses chansons. C'est pas faire confiance aux femmes, au fond, hein, que de dire ça. Et je précise qu'en plus, on était amis, Carla et moi, avant qu'elle ne connaisse le président de la République. Longtemps quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit.
Alors, en tout cas, Nicolas Sarkozy, vous avez déconseillé de virer Guillon. Ça, c'est vrai. Oui, Ça, oui. c'est dingue. Parce que pendant les 5 ans où j'ai été patron de France Inter, les gens croyaient que je prenais mes ordres à l'Élysée, mais c'était délirant parce qu'il m'a jamais parlé de France Inter. La seule fois où on a parlé, il m'a dit « Mais t'es con de virer Guillon, c'est que des emmerdes. Oui. » Donc, voilà. Non, je dis « Mais je suis obligé de le faire parce que comme il m'insulte tous les matins, pratiquement, je pouvais plus gouverner la chaîne. C'était pas possible. C'est comme quand on a une classe de gosses et qu'il y en a un qui vous traite de sale con, de pauvre con, tous les matins, tous les jours. Vous pouvez plus tenir votre classe. On regarde Serge. J'ai entendu ici et là que mon départ serait une décision politique. Si c'est politique, c'est stupide. Que je sois ou pas présent sur cette antenne, le président Davis, je n'ai aucune incidence. Ça ne peut pas être politique. Alors, c'est vrai qu'après mon papier sur DSK et Martine Aubry, le président Sarkozy a dit dans un avion qu'il détestait mon travail. Quelques mois plus tard, il nomme à France Inter un ami de Carlita, Philippe Val, auteur de cette phrase désormais culte « France Inter est une radio qui coûte cher à l'actionnaire, qui n'est pourtant pas très bien traité par la station. » Guillon, quoi. Mais l'actionnaire, c'est le peuple. Hein. Ouais. Donc, je Oui, c'est pense les que impôts. quand on dit ça tous les matins, le peuple est maltraité parce qu'il y a toute une partie qui paye, pas pour entendre ça. Ouais. Voilà. Donc, pour moi, il était pas drôle. Enfin, c'était pas drôle ce truc-là. Il a du talent, il a une présence et tout ça, mais c'est pas quelqu'un de nul. Mais c'était pas bon, quoi. Donc, Moi, je crois surtout qu'il aime bien se faire virer pour oui, passer pour une victime. voilà. Ça a été le cas avec vous, c'était le cas avec Et moi. puis, c'est un jeu de marionnettes. Il cherche à aller au maximum. Oui, oui, je pense que c'était vraiment voulu de sa part. Comme les oui, gosses, oui. voilà, Oui, oui. jusqu'à ce qu'ils prennent une claque. Alors, en quittant France Inter, vous écrivez à vos collaborateurs « J'ai une pensée émue pour ceux qui ont tant aimé me détester. » C'était vraiment terrible. Oui, parce que c'est un milieu moutonnier, quoi. C'est facile, c'est comme les gens qui ont un sac Vuitton dans les aéroports et qui se reconnaissent entre eux, un petit signe. Ouais. Donc me détester, c'était un signe de ralliement. Oui, Je oui. comprends ça, moi, je comprends tout ça, c'est pas un problème. Et vous racontez votre vie aujourd'hui, où vous êtes aussi protégé qu'un magasin Vuitton un samedi de gilet jaune. Absolument, oui. Alors Mathieu Ricard, on va voir si vous savez rester zen en toutes circonstances. On va faire un stress test. Alors quand quelqu'un passe devant vous dans une file d'attente, est-ce que vous arrivez à garder votre calme? Oui, ça va. L'autre jour, j'ai traversé en dehors des clous. Il y a un gars qui m'a dit « dégage, Bouddha !» Imaginons, vous prenez l'avion, il y a un enfant qui est assis derrière vous et il donne des coups de pied dans le dossier de votre siège. c'est pas grave. Bah, heureusement, ils sont assez épais pour... D'accord, ça Comme vous ça, allez faut voir. faire avec, hein. Ouais. Et quand un chauffeur de taxi à Paris vous oblige à écouter les grosses têtes pendant tout le voyage. Non, mais ils sont très polis, en fait. Ils vous demandent. Et moi, je dis, écoutez, moi, ça me dérange pas. D'accord. Je reste tranquille si vous voulez l'écouter. D'accord. Vous regardez des films J'avais 40 ans que je n'ai pas été dans un hall de cinéma, mais j'en regarde de temps en temps à la télévision. sur écran, oui. Bon, quand la publicité arrive au moment où on va connaître le nom du meurtrier, est-ce que ça vous stresse ou pas? Je ne regarde pas des films où tout le monde s'entretue du D'accord, début à la ouais. fin, mais Mais, c'est vrai que la publicité, en gros, il faut faire acheter des trucs dont vous n'avez pas besoin. ouais. Donc, moi, quand j'ai besoin de quelque chose, je sais très bien ce que je veux, donc je n'ai pas besoin de la pub. Imaginons que vous soyez au bord de la mer et le soir vous vous couchez, il y a du sable dans vos draps. Ça, c'est pas un problème. Tant que ça rentre pas dans mon appareil de photo, ça va. D'accord. Quand quelqu'un fait craquer ses doigts comme ça devant vous là, Pas de problème. ça vous énerve pas? Non. Vous allez chercher un recommandé à la poste. Bon. Est-ce que vous arrivez à garder votre calme? Non, mais c'est un peu agaçant quand des courriers service, là, ils vous disent « Ah ben, on n'a pas trouvé votre maison, il faut venir, c'est à 40 km. Quand vous commandez un dîner chinois chez Deliveroo et que le livreur a oublié les baguettes, » Ben, écoutez, en Inde, on mange avec ses doigts, mais ça m'est jamais arrivé, donc je sais pas. Quand on vous demande si le prénom du Dalai Lama c'est Dalai, ça vous énerve? Ça m'est pas arrivé. Il n'y a que moi pour imaginer ça, d'accord. Quand vous devez participer à une conférence et que votre robe n'est pas repassée, Ben, elle l'est jamais. elle n'est jamais repassée. Ben, ça m'arrive 1 ou 2 fois tous les 3 ans. Ah bon, d'accord. Ouais. Quand on vous fait des blagues sur votre tenue, pas de Ni problème. chaud ni froid. Et enfin, à mon avis, c'est le pire, Ah. quand vous vous tapez le petit orteil contre un pied de lit, est-ce que ça vous gave? Bon, ça fait mal, c'est tout. Ouais, vous ne mettez pas en colère. Vous arrivez à avoir Pourquoi je me mal mets sans en vous colère contre qui, en plus? Oui, Le pied contre de lit. Contre le lit, oui, vous avez Franchement, raison. ça serait un peu bête. Et il est bien, vraiment.
Et tout de suite, j'accueille Yann Moix et Laurent Baffy. Laurent, Elle a 50 balais, elle a tombé par terre. Faut absolument que tu la vois. Faut pas que tu restes bloqué sur un schéma de gonzesse. Pardon. ça va Lolo? Très bien. Alors, tu sais que tu es dans Sérotonine, le succès de Michel Houellebecq. On m'a dit, oui. En fait, le narrateur, dans le livre, regarde à la télé une émission hommage à Laurent Baffy. C'est un peu comme si tu étais mort, quoi. Ah bah oui, cette émission-là était géographique. J'ai des potes qu'on zappé, ils m'ont dit, mais t'es mort? Non, non, tout va bien. Eh ben, lui, il a cru que t'étais mort. Alors, cette polyphonie bien orchestrée par le montage conduisait à une vraie relecture du travail de Laurent Baffy et s'achevait de manière symphonique par la reprise quasi chorale d'une expression qui faisait l'unanimité des intervenants. Laurent était, par quelque bout qu'on le prenne, une belle personne. Voilà. Alors merci, mais juste préciser, quand il écrit que par quelques bouts qu'on le prenne, c'est une figure de rhétorique. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Non, mais ça, c'est clair. Surtout que normalement, c'est par quelques bouts qu'on le prie. Oui, Exactement, comme Dieu. Alors, est-ce que tu sais que dans Plateforme, Michel Houellebecq avait prévu les attentats de Bali? Oui. Est-ce que tu sais que Soumission est sorti le jour des attentats de Charlie? Oui. Alors, dans Sérotonine, quand même, Michel Houellebecq avait vu les Gilets jaunes. Oui. Il avait prévu les Gilets jaunes. Et dans le même bouquin, il annonce ta mort. Alors, Pas du tout. Il dit, en regardant, j'ai cru que Laurent Baffy était mort. Ouais. Mais que nenni que point. Va pas me porter la chkou, on a Ramzan à Denomok. ben, on a quand même un peu enquêté. Et alors, Houellebecq parle, parce qu'on ne sait pas très bien quand ça se situe, il parle d'une année où le 24 décembre tombe un dimanche. Donc nous, on a cherché, évidemment. Tu connais la Il dit pas rédaction que je de vais l'émission. mourir un dimanche. Non, Il parle mais- d'autre chose non, après. non. Il veut me porter l'œil. Hein. L'année où, le 24 décembre, tombe un dimanche, donc l'année où... C'est dans 4 ans. Mais ça me concerne pas, parce que c'est pas, il annonce dans 4 ans. Oui, mais alors. ça me concerne pas. Ça te Maintenant, laisse 4 ans. Thierry, vous transformez l'écrivain du crépuscule en Madame Soleil. Ouais, c'est vrai. C'est l'heure des récompenses qui peuvent faire mal, très mal. C'est l'heure des Moix d'or. Un coup de folie, mais un coup de folie, Laurent. Le coup de folie de Netflix. Alors, Enrico Macias et Valérie Damido. Starsky Hutch, ça sonnait mieux quand même. Hein. Ouais. Enrico, lui, je considère qu'il est culte. J'adore Enrico, il a toujours été là. Il est à lui tout seul la preuve vivante que le transhumanisme n'est peut-être pas une chimère, parce que les tortues marines et Enrico Macias sont les deux espèces répertoriées pour l'instant, pour notre plus grand bonheur, Laurent, qui contiennent le secret de la vie éternelle. Alors Valérie Damido, Thierry, c'est un peu plus compliqué. Je ne savais même pas qu'elle exista. J'ai appris son existence la semaine dernière, dans un entretien où elle disait que j'étais affublé d'un appendice reproducteur que la tombola génétique, atrophiant cette portion pourtant stratégique de mon anatomie, avait rendu proche en taille de celle du surmulot. Dans le langage d'Amido, où la monosyllabe tient lieu de dictionnaire, ça donne « il a un petit kiki ». Une telle élévation de pensée, alliée à un sens si rare de la répartie, fait la noblesse du pays de Malherbe, de la Bruyère et de Boileau, autant de noms que Valérie Damido ira sans doute vérifier dans les rayonnages de Conforama. Dans la bibliothèque de Valérie Damido, où l'intégrale de Fantomette reliée pleine pot est rangée dans la section philosophie, aux côtés de 50 nuances de grès, on ne trouve aucun de mes livres. Aucun. Et c'est pour cela que j'écris Thierry, pour ne pas être lu par Valérie Damido. Mais passons. Admettons que pour une raison ou une autre, après tout, j'ai commis un crime et qu'elle soit fâchée pour ça. Enrico, lui, n'a rien fait, mais rien du tout. À part peut-être, éventuellement, fumer de la marijuana avec les types de chez Netflix. Le prince Saoud El Faisal d'Arabie Saoudite, cousin de Mohamed Ben Salman, aurait commandé, il est mort en 2015, mais il aurait commandé pour 90 000 € de film X sur mesure, c'est là que tout commence, sur mesure, à une société française, et il est mort avant de payer la note. Alors aujourd'hui, ses filles se retrouvent avec cet héritage, payer 90 000 € de porno fait sur mesure. Alors Thierry,
en porno, tout existe. Il y a tout. Il y a l'uro, le scato, le cato, le germano, le gilet jauneau maintenant d'ailleurs. C'est vrai. C'est vrai. Le zoo, le clito, le vagino, l'analo, le bolcho, le facho, le latino, l'homo, l'hétéro, le racialo, le crado, le féticho, le plémobilo, l'ardissono, le maso, le sado, le Laurent Baffo, le nympho. Tout existe. Bien, le type n'avait pas trouvé son compte. Il fallait une nouvelle catégorie. Cher Laurent, cher Thierry, je vous propose une chose. On se cotise, 30 000 € chacun, et on va regarder ce qui se passe là-dedans. Oui, je demande ce que c'est. Moix d'or du rire jaune à Gad Elmaleh. Ouais. Alors Gad Elmaleh, il est accusé une nouvelle fois de plagiat. Ouais. Il a plagié des humoristes américains comme George Carlin, Martin Mate, ou des humoristes français d'ailleurs, comme Danny Boone ou Donald Jacksman. Alors, faire rire avec l'humour d'autrui, c'est un peu comme se faire jouir avec le sexe d'un autre. C'est quand même... c'est un manque de respect, non pas pour le public. Le public, lui, s'en fiche, on lui donne à rire, il rit. C'est pas un manque de respect pour le plagier. Pour le plagier, c'est un honneur. Ah oui. Non, c'est un manque de respect pour soi-même. C'est-à-dire que c'est reconnaître tout d'un coup qu'on n'est rien du tout et que l'autre est tout, finalement. Le plagiat, c'est la jalousie plus le vol, l'impuissance plus l'indignité, la paresse plus le mensonge. Mais le plagiaire finit toujours par croire que ce qu'il a volé est de lui. Ça, c'est un truc que j'ai souvent remarqué. Eric Clapton a tenté de se hisser jusqu'à B.B. King, lui. C'était quand même quelque chose de louable. Gad Elmaleh, lui, a fait les poches de Danny Boone. C'est autre chose. Mais Gad Elmaleh reste quand même un génie, Thierry. Parce qu'il parvient à ne faire rire que lui-même avec l'humour des autres. Waouh! Ça fait mal, hein? Ça casse. Et on commence avec Jean-Michel Blanquer, Il en a fait une belle, lui. ministre de l'Éducation nationale. J'ai rien contre lui, il est plutôt... C'est plutôt un bon ministre. connaît je son trouve. job, hein. Ouais, et puis il rigole pas, ce qu'il faut. Mais alors là, il a laissé passer dans une liste de livres recommandés par l'Éducation nationale un manga où il est question d'une sorcière qui, je cite, aspire un zizi qui le suce en disant « c'est bon ». Un manga qui est recommandé par l'Éducation nationale pour les enfants entre 9 et 11 ans. Jean-Michel. Alors moi, au même âge, Thierry, je lisais Le Petit Chose d'Alphonse Daudet. Ouais. Pareil. Qui tirait le diable par la queue. Donc Ouais. je me demande si c'était pas crypté. Hein. Alors je réclame désormais deux choses. D'abord, le marquis de Sade à l'agrégation Ouais. de lettres et que Katsumi remplace Blanquer. Je vais commencer par un moix d'or ou cyberconnard de la Ligue du LOL. La Ligue du LOL, c'est quoi? C'est des journalistes Ce sont qui des journalistes. secrètement envoyaient des tweets à tout le monde, notamment à des jeunes femmes ou à des homosexuels pour les troller, en fait. Pour les chambrer, pour les Ouais. troller. Mais alors, une fois c'est drôle, si vous voulez, 2 fois c'est moins drôle, puis 3 fois c'est pas drôle du tout, mais ils l'ont fait des centaines de fois. C'est une sorte d'élite autoproclamée d'Internet qui a commencé à infiltrer toutes les Mais rédactions. il y avait des gens comme Vincent Glade, par exemple, Il y a des gens de- qui étaient assez connus, Vincent Glade. Oui, il des était- gens des Inrocks, de Télérama, Ouais, c'est ça, etc. des gens qui nous donnent toute la journée des leçons de morale, en plus. Oui, vous savez, j'avais dit il y a quelques semaines qu'on était en trollocratie. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des abrutis qui nous harcèlent toute la journée et qui font un peu la loi sur Internet. Alors, le LOL, déjà, ça m'a jamais fait rire, moi, le LOL. C'est un truc, c'est comme des applaudissements enregistrés dans les sitcoms. Ça gâche un peu le plaisir. Et la France, j'ai l'impression, est devenue une cour de récré géante. On harcèle, comme dans les cours de récré, des petites filles. Alors, il y a un pauvre imbécile du nom d'Henri Michel qui a dit « Cet endroit réunissait parmi les plus grands talents de Twitter ». Alors, Henri Michel, oui, tu es un pauvre abruti, mon vieux, car précisément, Twitter a été inventé pour les gens comme toi qui n'ont aucun talent. Alors, oui, parce qu'il faut quand même le répéter, et ça, je le martèlerai jusqu'à la fin. Twitter, c'est une benne à ordures. C'est une fausse sceptique et même parfois une fausse aseptique, puisqu'on sait que les révisionnistes adorent Twitter. C'est un dépotoir, Twitter, c'est une déchetterie, c'est un égout. Les membres de la Ligue du LOL se présentent comme des personnalités sortant du lot. Alors moi, cette autoproclamation de la supériorité, Thierry et Laurent, ça me fait vraiment vomir. Il y a des génies incompris, eux, ce sont des incompréhensibles ratés. Sortez du lot si vous voulez, les gars, mais s'il vous plaît, sortez également de nos vies, retournez dans le néant. L'oubli vous va si bien. Et ne vous inquiétez pas pour l'avenir. La médiocrité peut à elle seule occuper et combler toute une vie. Ah, je voudrais donner un moix d'or à l'époque, Thierry. Un moix d'or de la médiocrité de l'époque. Sa pleutrerie. Jean-Marie Bigard a fait un sketch chez Cyril Hanouna. Une Et il a blague. fait- Oui, enfin, une blague, il a raconté une blague. Et notamment, il a mimé une sorte de viol, une scène de viol qui se passait chez le médecin. Alors, on sait que l'humanité a perdu 10 points de QI en 100 ans, Thierry, mais ça se voit. Parce que, est-ce qu'on a oublié la fonction de l'humour? L'humour a pour fonction de s'emparer de la réalité, de la dire avec son langage, de la tordre dans tous les sens, et
il ne peut pas y avoir d'humour choquant. Ça n'existe pas, l'humour choquant, pour une raison simple. C'est que c'est une tautologie. L'humour doit être choquant. L'humour doit dépayser, il doit étonner, il doit surprendre et il doit choquer. Et c'est pas la blague de Jean-Marie Bigard qui devrait nous surprendre, nous étonner, nous dégoûter. C'est le viol qui devrait nous surprendre, nous dégoûter et nous survolter et nous mettre en colère. Et donc je voudrais défendre Jean-Marie parce que moi, c'est le viol que je déteste et non pas Jean-Marie Bigard et ses blagues sur le viol. Quand Chaplin incarne Charlot, il parle de la pauvreté. Aujourd'hui, il aurait tous les SDF dans la rue, mais ils y sont déjà, donc ça tombe bien, qui dirait c'est dégueulasse, il se moque des pauvres. Chaplin ne pourrait plus faire Charlot aujourd'hui, il faut le savoir. Ne pourrait plus faire Coluche. Rien. Donc un humoriste, à ses risques et périls bien sûr, fait ce qu'il veut. L'humour choquant n'existe pas, ce qui existe c'est l'humour raté. C'est ça qui est pire, car l'humour comme la boxe ou l'histoire, ça ne supporte pas l'à peu près. Reprocher à Jean-Marie Bigard d'être vulgaire, c'est comme reprocher à Marcel Proust d'utiliser des imparfaits du subjonctif. Oui. Ça n'a aucun sens. Et je voudrais aussi préciser que le verbe enculer est un très joli verbe, c'est un très joli mot, enculer. On le retrouve chez le Marquis de Sade, chez Georges Bataille. Donc les indignés perpétuels commencent vraiment, mais vraiment, comme disaient des proches, à nous escagasser le bas de l'oreille interne. Ouais. Des proches qui pensaient lui aussi qu'un homme seul et vulgaire vaut mieux qu'une meute nombreuse et débile. Alors, vive les enculages, vive les enculures, vive les enculeries. J'ai bien défouraillé là, Thierry, non? Parfait, vous êtes parfait. Et voilà, on commence avec un quiz. Tout le monde joue. Ça s'appelle le Biopic Quiz. Alors, je vous donne un acteur ou une actrice et vous me donnez la célébrité qu'il ou elle a incarnée au cinéma. C'est de la triche. J'ai pas une aussi bonne culture cinématographique. Et eux non plus, vous inquiétez pas. Marion Cotillard. Piaf. Vous êtes trop rapide. On a même... Ah ouais, Ok, ouais. faut articuler, il faut être prêt. Éric Elmosnino. Gainsbourg. Ouais. Ah, ils sont rapides. Les deux pour toi. François-Xavier de Maison. Oui. Laurent. Oui. Vous comptez les points, hein. Bah, 0, hein. Rami Malek. Ah oui, alors c'est Au revoir là-haut. Freddie Mercury. Voilà. Mais c'est de la triche. Non, mais c'est pas grave. C'est de la triche. Non, c'est pas triché. Freddie Mercury. Ah oui, bien sûr, j'ai pas. Eh oui. Vincent Cassel. Gauguin. Pas que, Gauguin. Mesrine. Les deux sont bons. Ah non. Attention, Salma Hayek. Frida Kahlo. Ah, Frida Kahlo. Ah, celui-là, il est pour l'envers. Bravo. Dès que c'est un peu... Non, Lambert Wilson ne s'intéresse pas aux biopics faits par les autres acteurs. Jacques Dutronc. Gauguin. Non. Non, Van Gogh. Ouais. Ah oui, bravo. Comment je peux dire Gauguin? Ouais. Quel con. Ouais. Jamie Foxx. Ray Charles. Ouais. Ah là là, c'est trop fort. Moi, j'abandonne ceux-là. Oh non. Attends, tu peux remonter à bas, hein. Jérémy Régnier. Claude François. Moi, je... Attention. Meryl Streep. Thatcher. Oui. Oui, tellement. Il y a un suspense, là. Michel Bouquet. Mitterrand. Oui. Oui. Forest Whitaker. Jamel Debbouze. Non. Ah merde, pas loin. Non, c'est un dirigeant africain. Africain, oui. Mandela. Non, non, un il a dirigeant fait- méchant. Amin Dada. Oui. Non, Daniel. Attention, c'est égalité entre Laurent Baffy et Jérôme Commandeur, et il en reste un. Et donc c'est là que tout va se jouer. On se concentre. Le gagnant aura droit Ah, embrasser. La bise. Ah, c'est mort. à la bise, la bise, la bise. Bien sûr. La bise. Sur ma joue à moi. Voilà. Ah d'accord. Ça dépend. Attention, Pierre Vinet. Saint-Laurent. Ouais, Laurent Baffy. Et maintenant, on continue avec Shopping, la promo qui s'affiche. Ariel Dombal, rebonsoir.
Alors vous êtes ici ce soir, Ariel, pour nous parler de Alien Crystal Palace, votre 4e long métrage. Alors avec vous, il y a donc Asia Argento, Michel Faux, grand acteur Michel Faux, oui. Christian Louboutin, notre ami Christian Louboutin, et Nicolas Kerr. Et là, accrochez-vous, je fais le pitch. C'est l'histoire d'un savant fou à la tête d'une secte qui organise un faux tournage de film pour provoquer la rencontre entre une réalisatrice, Ariel Dombal, et un rocker, Nicolas Kerr. Car il les juge suffisamment différents et compatibles pour recréer le mythe antique de l'androgyne de Platon. Ce mythe raconte que les humains à l'origine étaient des êtres complets qui ont été coupés en deux et donc qui sont condamnés à chercher leur moitié d'orange. C'est pour ça qu'on dit ça. Donc c'est bien ça. Hein. Oui, exactement. Et en même temps, ce chef de secte, il a pris la place de mythique, Grindr, Tinder. Ouais. C'est quelqu'un qui croit... Oui, c'est quelqu'un qui croit savoir mieux que nous-mêmes les objets du désir, qui croit savoir mieux que nous-mêmes qui sera la personne idéale. Alors c'est l'histoire de Dolores Rivers, donc, qui est une cinéaste underground, et de Nicolas Atlant, qui est un chanteur de rock vénéneux. Oui. Hein, voilà. Mais le diable va s'en mêler. Oui, le diable va s'en mêler, car qu'est-ce que c'est que le diable, finalement, aussi? C'est notre inconscient, dont nous ne sommes pas maîtres. Mais voilà, les inconscients ont leur mot à dire et voilà, aussi. Et voilà, et là tout commence. Alors, moi j'ai vu le film, je veux dire, soit vous remportez un César, soit vous êtes interné en fait. Alors, est-ce que le LSD est fourni avec la place de cinéma ou est-ce qu'il faut venir? Est-ce qu'il faut, parce que c'est très perché, il faut peut-être venir avec son propre LSD, je sais pas moi. Non, mais il est vrai que je suis entourée de beaucoup d'artistes qui sont assez... perchés. Oui, mettons, voilà. Choisissons cet adjectif pour aujourd'hui. Voilà, mais mettons qu'il y a pas mal de gens qui prennent de la coke et des alcools et des psychotropes. Oui. Mais il y en a d'une manière générale en France énormément. Bien sûr. Tout le monde est sous psychotropes. Bien Tout sûr, le monde est en train de... Pas que des gens, il y a même des chats perchés. Ça, c'est mignon. C'est vrai qu'à la sortie de la projection, les gens disaient « Est-ce que tu peux nous donner le 06 de ton dealer ?» quoi. Non, mais c'est-à-dire que c'est très, très Psycho, c'est un film très stylisé. Je dirais que c'est presque un film, un hyperréalisme fantasmagorique. Et moi, j'ai voulu faire un film qui ressemble aux metteurs en scène que j'admire. Et donc, je me suis inspirée visuellement, stylistiquement, de gens qui sont Buñuel, Tarkovsky, Dario Argento, le père d'Asia. Dario Argento, le père d'Asia, bien sûr, Kubrick, Cronenberg, des gens... Ah, moi aussi, 2. Au-delà, qui vont un peu au-delà du réel. Non mais, c'est une œuvre d'art. Mais ce qu'on ne sait pas sur Ariel, c'est qu'elle aime travailler l'image et c'est une très bonne technicienne de post-prod. Ça se voit, là. Et elle expérimente beaucoup de choses et elle commence à avoir beaucoup de maîtrise. Non, mais merci. Moi, ne dis pas non quand je dis un truc. Oui. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup. J'ai toujours aimé mélanger les supports. J'aime la 3D, j'aime les effets spéciaux. Je mets longtemps à les fabriquer parce que tout ça est fait de manière artisanale et sans argent. Et je crois que comme c'est important. Oui, il y a un côté Méliès. C'est vrai. Je suis extraterrestre, je suis extraterrestre, je vois les choses qu'on ne voit pas, les choses... Ariel, que vous avez déclaré, je suis touché par les gilets jaunes, j'adore leurs phrases, moi, la fin du monde, je m'en fous, je pense à la fin du mois. Alors ça vous a plu, cette phrase-là? C'est-à-dire que je crois qu'on est dans une époque où, pour la première fois, l'humanité, enfin, je ne suis pas sûre que ce soit la première fois, mais on se rend compte que la fin du monde est possible et qu'elle est là. Ça peut arriver. Bon. Et donc, les sociétés sont dans une espèce d'inquiétude. Et en France,
alors que c'est un pays où on est quand même extraordinairement gâté. Il y a ce grand mouvement quand même d'inquiétude de gens qui ne se sentent pas bien et qui en même temps vous brisent le cœur, parce que quand on entend singulièrement les revendications des Gilets jaunes, eh bien c'est toujours... Personne ne peut être insensible. Personne ne peut être insensible, et c'est ça la force du mouvement. C'est pour ça qu'il y a 60% des Français qui les soutiennent. Voilà. Alors, est-ce qu'à Marrakech, pendant les fêtes de Noël, il n'y avait pas de gilet jaune en vérité? Moi, j'avais un bikini jaune. Ah, ben voilà. Mais... Alors ça, c'est leur plus beau soutien, ça. Hein. Non, parce que, on a vu vos vœux magnéto, Serge. Feliz Año Nuevo 2019, when love comes in and takes you for a spin. Oh la la la, c'est magnifique. When every day your loved ones hold you tight. Oh la la la, c'est magnifique. Happy, happy. Et voilà, un triomphe pour Ariel Dombal. Et voilà, Alien Crystal Palace. Quand on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, c'est faux. Et maintenant, on passe à l'interview d'Amir, l'interview trop sympa. Wow. Alors, Amir, est-ce que vous donnez vos vieux vêtements à des associations? Oui. Surtout à ma famille, en fait. Ah ouais, d'accord. Avant. Est-ce que vous prêtez facilement de l'argent à vos potes? Ouais. À quel intérêt, pardon? Quel est le taux pour... 10%. Est-ce que vous prêtez votre voiture à votre beau-frère? J'ai pas de voiture. Pas de beau-frère? Non, si, j'ai un beau-frère, mais j'ai pas de voiture. Est-ce que vous gardez les enfants de vos proches pour leur faire plaisir? J'ai pas de patience. Ah, d'accord. Pas de voiture, pas de patience, pas de beau-frère. Est-ce que vous aidez les gens si vous voyez quelqu'un qui a un pneu crevé, par exemple? Est-ce que vous allez l'aider? J'ai déjà tenté, mais ça a mis plus de temps parce que je... Le mec, il a rien, quoi. C'est que sa gueule, quoi. Je sais pas, on essaye. Est-ce que vous aidez les aveugles à traverser la rue? Oui. Pas d'aveugles. Et je te jure que c'est bizarre, mais quand je vois une personne âgée, même si elle veut pas traverser la rue... Laurent l'a fait avec un aveugle, on s'en souvient. Est-ce que vous aidez les vieilles dames à ramasser les crottes de leurs chiens? Non. Non. Et tes crottes à toi? Est-ce que vous demandez un doggy bag? Bravo, d'ailleurs. Qui t'a embarqué dans un truc, Amir, là. Est-ce que vous demandez un doggy bag au resto pour le donner à des SDF? Non, mais je pourrais demander un doggy bag pour prendre ce que j'ai pas terminé de manger, parce que je hais le gaspillage alimentaire. Bah ça, c'est un garçon exemplaire. Non, c'est pas ça. Tu vois comme t'es loin de lui, François, quand même. Toi qui es une merde. Est-ce que si un proche vous le demandait, vous feriez comme Richard Berry, vous lui donneriez un rein? Bah oui, bah évidemment. La santé avant tout, la famille avant tout. Vous en resterez un. Alors que Méline, dis à Amir combien tu as de reins. 3. C'est pas vrai. Ouais. Et t'en as pas filé? Mais ils sont fonctionnels, les 3? Ah ouais. Incroyable. Combien de fois par jour tu pisses? Est-ce que vous avez toujours une bonne blague à raconter pour détendre l'atmosphère? T'as vu comme je parle lentement? Ouais. Le temps que je termine la blague, ils vont perdre l'envie de rire. Mais tu connais une blague, Amir? Je connais une blague. J'en connais plein. Vas-y, fais-en une. Allez, ok. On va essayer. Vas-y. 2 secondes, ça va venir. On est mardi, déjà. Ok. C'est un mec qui rentre dans un bar et qui dit au barman, je voudrais un verre pour moi, un verre pour toi et un verre pour tout le bar. Ouais. Bon, le gars, il est content, il fait la tournée de tout le monde. À la fin, il lui dit de régler tant. Il dit, j'ai pas d'argent. Il dit, quoi, t'as pas d'argent? Non, j'ai pas d'argent. Bon, il commence à lui rentrer dedans, violemment. Le mec s'en est pris plein la gueule, il a évidemment pas payé, il est parti. La semaine d'après, il revient et il dit la même chose, je veux un verre pour moi, un verre pour toi et un verre pour tous les clients dans le bar. Alors, t'as le barman qui se dit, bon, il a pris sa leçon, à mon avis, maintenant, il s'est redressé. Il fait la même chose, il sert, à la fin, il dit, l'addition, c'est tant. Il dit, désolé, j'ai rien. Le mec, là, il en peut plus, il est rageux, il lui explose le crâne. Le mec, il va 1 mois à l'hôpital, 1 mois de convalescence. Il retourne encore une fois au bar en chaise roulante. Il dit, maintenant, je veux un verre pour moi et un verre pour tous les clients. Alors le barman, il dit, mais moi, tu m'invites plus cette fois-ci? Il dit, non, toi, quand tu bois, tu deviens violent. Elle est bonne, ça va.
Pierre Arditi. Vous êtes ici ce soir, Pierre Arditi, pour que je vous pose des questions lamentables. Et je crois que vous n'allez pas être déçus. Par exemple, ça a été l'escalier, la hanche, ça a tenu bon C'est pas la hanche qui pose problème. C'est les genoux, c'est très sympa, oui. Ah oui, d'accord. Ouais, vous verrez, ça va, vous inquiétez pas, ça va vous arriver. Alors, allons-y. Alors, vous avez déclaré, je suis un grand-père complètement gâteux. Pourquoi préciser grand-père? Tu nous entends? Et donc, il y aurait une réponse à donner. Non, il n'y a pas de réponse, c'est lamentable, et puis c'est tout. Hein, mais... Alors, si ce que je vois de moi est la vérité, je suis en fin de carrière. Alors, j'ai trouvé une photo de vous au réveil. Oui? Regardez. Bah, c'est... Lamentable. C'est lamentable. Ouais. Alors, au point où on en est, je crois que le plus simple pour évacuer le sujet, c'est de regarder tous les lamentables. Un best-of de lamentables. Faisons ça. T'es pas venu pour rien. Ah non, ça... Magnéto, Serge. C'est lamentable, cette émission est lamentable. C'est lamentable. C'est lamentable. Hein. Une fois de plus, c'est lamentable. C'est lamentable. C'est nul. Lamentable. Lamentable. C'est lamentable, honnêtement. Ça, c'est vraiment lamentable. Cette émission est vraiment lamentable. Et voilà, lamentable. Je vous fais pas lire, hein. Alors, Pierre Arditi, vous êtes ici ce soir pour une pièce de théâtre. Oh, sans déconner, c'est rare. Sans déconner. Donc vous partagez l'affiche avec Michel Leb. Oui, c'est un peu le problème. Oui. C'est lamentable. Est-ce que quand vous avez rencontré Michel Leb, oui. Est-ce que vous avez été étonné qu'il n'ait pas l'accent africain? Alors ça, c'est intéressant comme question. Alors la pièce s'appelle Compromis. Une pièce en deux mots. Ouais. Non, c'est une pièce en un seul mot. C'est une pièce de Philippe Claudel, mise en scène par le grand Bernard Murat. Le pitch, Pierre Arditi est obligé de faire un compromis et il partage l'affiche avec un gars qui fait la mouche. Exactement. Alors l'avantage de faire la mouche, c'est que les mouches vous ont jamais accusé d'être raciste, par exemple. Ça, jamais. Ça, c'est l'avantage. Vous êtes très amis des mouches. Même les mouches Ahmed? Même les mouches. Pas mal. C'est lamentable. Pas mal. Ce regard se baffie avec bonheur, parce que j'aime beaucoup. Et alors, il a cette petite nouvelle coupe de cheveux un peu grisonnante, comme ça. Bah, t'as bien fait une extension du pénis, j'ai droit. Oh. Arrête. Mais enfin, enfin, ça. Mais c'est pathétique. Oh, ouais. Un nouveau c'est jingle. Ça y est. T'inquiète pas que... Alors, Pierre, ce qu'on va faire, on va commencer, Pierre, une nouvelle série, si vous voulez bien, de Pathétique. Oui, donc on a 10 ans qui viennent. Oui, bon. On va oublier Lamentable. Oui. Et on va faire Pathétique, d'accord? Ça marche. C'est le duo-duel de la rentrée. Duo-duel. C'est la première fois que vous jouez ensemble. Oui. Et Pierre Arditi et Michel Leb, c'est un sacré compromis. Oui. Oh là là. Il y a de l'écriture. Hein. on peut le dire. C'est bizarre quand même d'avoir réuni le gars de la pub du Crédit Lyonnais et le gars de la pub Bégon Jaune. Magnéto, Serge. Vous m'éclairez. Je décide. Alors heureux? Comment ne pas l'être? On ne combat pas les insectes qui font comme les insectes qui font. Alors contre les il y a Bégon jaune et contre les il y a Bégon vert. Quelle grande idée! Mais il faut bien. Je savais bien aussi que ça allait. Ça commence bien, et là. Oui, c'est toujours pareil. Là, on est C'est au sommet pathétique. du pathétique. Du pathétique, Voilà, on n'est mais plus du tout dans le lamentable. C'est quand même très intéressant. Enfin, vous êtes enfin réunis, on est ravis évidemment de vous voir. Il y en a un qui fait parfaitement l'Africain et l'autre qui est parfait dans le rôle du mec consterné par les vannes de Thierry Ardisson. On est d'accord? Très bien. Alors, ça sent l'émission lamentable. Là, je crois qu'on est au top. Là. On est au top. Ça crougnoute un maximum. Je dois dire. Alors, Pierre Arditi, vous l'aimiez, Michel Leb, ou c'est quelqu'un que vous étiez sympathique? Michel Leb. Michel Leb, vous le trouviez sympathique? J'aimais bien Pierre Arditi, moi. Mais on va y venir. Ah, d'accord, merci. J'aime bien Michel Leb. Oui. Ouais. Enfin, je l'aimais bien comme vous ça. Vous l'aimez bien avant? Je l'aimais bien avant, je le trouvais sympathique, je trouvais qu'il avait du talent. Là, mais vous ne le connaissiez pas, en fait? Et depuis? On ne se connaissait pas énormément. Voilà. On passait... Là, vous êtes rencontrés. Là, maintenant, on s'est rencontrés. Et je dois dire que c'est une rencontre très agréable et très fraternelle. Michel Leb, vous ne trouvez pas qu'il cabotine un peu, quand même? Non, moi j'ai toujours aimé ça. Quand je l'ai vu, c'est mes grands-parents qui m'ont demandé d'aller le voir quand j'étais tout petit.
et il jouait à Alençon, un remake de Nicolas et Pimpronel, et il était remarquable. Tu as oublié Sarah Bernard, mais si tu peux sortir Sarah Bernard... J'aimerais beaucoup sortir Sarah Bernard, parce que j'avais de l'admiration pour lui. On est bien là. Ils sont pires que nous deux. Là, c'est Pipo et Mario font du théâtre. Pipo et Mario. Alors, le fait que Michel Leb ait tourné dans Godfinger, ça vous gêne pas? C'était un porno, ça? Oui, Godfinger. Certaines chattes n'aiment pas le mou. Voilà le véritable Certaines titre. chattes n'aiment pas le mou. Non. Tu connais pas? T'as jamais vu ça? J'avais 20 ans, j'ai tourné ça, effectivement, pour payer mes études. Voilà. Et puis, c'est pas grave, hein. Évidemment, et surtout... J'en ai fait un, moi aussi. Ah non. Mais c'est un scoop. Ça s'appelle Alice et Chloé, un truc comme ça. C'est Bouffe la chatte? Non, je l'ai vu, celui-là. C'était tourné par un cinéaste qui était très connu, qui s'appelait René Guinville. Ah ouais, voilà, oui. un peu- Alors, c'était un mage un peu illuminé comme ça. C'était un vrai porno ou c'était Non, un vous avez film vu ça? érotique? Non, C'était un film érotique, on dira. Oui, Ah oui. moi aussi, c'était un film érotique. Ah Il n'y avait bon? aucune scène Alors, de nu. Sur l'affiche, qui a la photo la plus grande? Sur quelle affiche? L'affiche du théâtre. Je m'en fous. Oh, bah, moi aussi. Bon, lui... Je regarde, je crois que celle de Leb est un peu plus grande. Non, Les mêmes. pas du Non. tout. Je m'en fous complètement. Complètement, moi aussi. Alors, Qui est le plus payé? le plus payé, alors ça, moi, je sais que je suis payé comme lui. Ils sont cons. Ah, je vous adore. C'est très bien. Oui, j'adore. Voilà. Et lequel connaît le mieux son texte? Alors c'est moi. aucun de nous deux. Non, c'est moi. Non, alors ça, le franchement, mec- je vais vous expliquer comment Pierre travaille. Quand je vais il vous fait pas expliquer ça. Non, mais comment- laisse-moi, Vas-y. tu permets? Oui, vas-y. Alors, voilà, comment ça se passe quand Pierre est en scène. Donc, quand il a, soi-disant, travaillé depuis 6 semaines le texte. Alors, je vais te dire une chose. Alors, écoute-moi bien. Alors, je vais te dire. Pendant ce temps-là, il cherche le mot qui va suivre. Alors, je vais te dire, voilà, ce n'est pas bien. Voilà. Donc, il met 25 minutes avant de sortir Ce qui la fait que la première pièce phrase. est beaucoup plus longue, en fait. Bah, évidemment. Donc, il Les gens sont à 1h du matin. Alors tout le monde se dit c'est extrêmement drôle, mais en fait il rame. Voilà. Et donc, je vais donc vous expliquer le mode de fonctionnement de mon ami Michel Bien Leb, qui sûr. lui est dans le système absolument inverse, n'est-ce pas? Car il a les mêmes trous de mémoire que les miens, mais simplement ça ne se décrit pas de la même manière. C'est-à-dire que lui, il a mémorisé les blancs magnétiques entre un mot et un autre mot qu'il n'arrive pas à trouver. Alors il fait, alors je voudrais vous dire que si tu ne veux pas... Et donc, si tu veux... Le public ne sait pas ce que c'est que le blanc magnétique. En réalité, la vraie durée de la pièce... La vraie durée de la pièce, c'est 24 minutes, mais entre nous deux, ça dure 1h45. Voilà. Je vous adore, je me réjouis d'y aller. De toute façon, Arditi, tu vas voir toutes tes pièces, tu le sais bien. Bon, alors, Moi, le je pitch. suis de la merde. Arrête tes conneries, pourquoi tu dis ça? Écoute, Michel. Arditi, c'est formidable. Non, Arditi, Moi, qu'est-ce que je fais Arditi, mais pas ça. Arrête, mais si. Mais non, Michel, moi, je me casse. mais non, arrête, Attends, Michel. arrête, Michel, retenez-moi, Michel. Michel, reviens. Robert. Alors, le pitch, c'est deux amis de 30 ans qui sont dans un appartement Et qui vide. font plus. Pierre Arditi, vous êtes un comédien médiocre. Absolument. Non, mais revenons à la pièce. Mais c'est... Michel Leb. Il est bon. Vous êtes un dramaturge. Vous êtes un dramaturge raté. Voilà. Alors, Pierre vend son appartement et il a demandé à Michel d'être présent pour la signature du compromis avec l'acheteur. Donc, en attendant l'acheteur, ils commencent à discuter. Puis, comme souvent dans ce genre de situation, ils finissent par se dire leurs quatre vérités. Ils finissent par s'engueuler. Ça donne pas envie. Hein. Si. Alors après, enfoiré. Claudel, il est con. Ce mec est pitoyable, mais c'est bordélique. Ça, c'est pour après. Ça, c'est quand on aura 80 ans. Je te propose que tous nos 70 ans, on les fasse sur pathétique, et quand on aura 80, on passe à l'autre adjectif. Ça marche. Alors, évidemment, il y a un compromis avec l'acheteur, mais il y a aussi des compromissions. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que vous demandez à Michel de ne pas dire qu'il y a de l'amiante dans les murs et que les tuyaux sont en plomb. Donc ça, c'est de la compromission, évidemment. Alors, le seul problème, évidemment, c'est comme samedi, par exemple, le postillon. Là, vous avez fait un postillon samedi. Et d'où il sort? Mais comment Que c'est vrai ou c'est pas vrai? Ça. Bah oui. Qui, oui, alors. Bah, tout le monde en parle. Alors on ne crache pas sur son public. Postillon, le postillon. Non, c'est pas ça. Le postillon a déclenché un Là, fou on rire est dans la quintessence de ce qu'un ringard peut faire pour attirer l'attention sur lui. Voilà. C'est-à-dire que j'ai dû
avoir un petit machin Non. comme ça. Non, c'est L'autre pas a fait comme si je lui avais glavioté. je lui Ah avais non, tiré non, sur la non, gueule. non. Il avait- Non, t'es en face. Il avait comme ça. T'es pile en face. Donc les gens Non, non, ont non. fait du la Tu gueule. l'as et pris où, évidemment, le là- postillon, Michel? Non, je l'ai pris dans l'œil. Oh merde, comme Rodrigue. Comme Rodrigue. Comme et puis Rodrigue, tu l'as pris dans l'œil, le Surtout, postillon. comme dit Jean-Marie Bigard, Ouais. c'était un mâle. Ah. Alors, je te dis pas, plaf. Les gens dans la salle ont adoré, évidemment, parce qu'après, vous n'arriviez plus à jouer, vous étiez morts de rire. Oui. C'est des grands moments au théâtre. ça. Oui, grand moment. Ça faudra pas trop le répéter. Non. Si Ouais. Murat entend ça, on va se faire cogner, je te le dis. Alors, toujours est-il que vous êtes devenus les meilleurs amis du monde et que maintenant, vous êtes ensemble tout le temps. Et là, par exemple, sur la photo, vous essayez de faire un selfie. Alors, ce qu'il faut quand même vous dire, c'est qu'un selfie, c'est dans l'autre sens. C'est vieux. Hein. Michel, le selfie, c'est dans l'autre sens. Hein. C'est génial. Elle est géniale. Bon, Philippe, alors, c'est la saison des récompenses. On va voir si vous êtes prêts à ne pas en avoir. On va faire une interview, pas de César. Philippe Lachaud, vous êtes ici ce soir parce que vous venez de ne pas recevoir de César du meilleur film pour Nicky Larson. C'est déjà le 4e César que vous ne recevez pas. Est-ce que c'est toujours la même émotion? Absolument, à chaque fois on travaille dur pour justement rater cette récompense. Ouais. Et c'est pas si simple qu'on Bah non, pense. est-ce que c'est déjà un honneur de ne pas être nommé? Absolument, Thierry. Non, je vais me le... oui, c'est un honneur de... On de pas finit par s'habituer quand même ou ça Non, reste mais incroyable? n'empêche, j'étais l'année dernière. Ah, et, le César du public. voilà, et j'étais le 3e film qui avait fait le plus d'entrées, donc j'ai quand même vu mon film à la cérémonie. Et voilà, des peut-être que Césars. l'année prochaine tu y C'est seras. alibi.com. Est-ce que vous avez une pensée pour tous ceux qui ont eu un César et qui sont dégoûtés à l'heure qu'il est? Oui, enfin c'est des petites pensées parce que je pense qu'ils sont pas trop dégoûtés quand même. non, je pense que ça fait plaisir de recevoir cette récompense. Ça te ferait plaisir? Ah bah évidemment, enfin Mais t'en auras jamais. Oui, non, je sais ça. Mais rêve pas, t'en sais auras très jamais. bien. Je sais très bien. Mais non, les films qui marchent et qui font rire, ils en ont pas. Enfin, tous ceux qui font de la comédie te le diront. Pour nous, le plus important reste évidemment de faire C'est rire le public. le public Bah en oui. salle. Alors, j'imagine que ça fait longtemps que vous rêvez de ne pas avoir de César. Ça fait longtemps que... Qu'est-ce que tu veux répondre à cette question de merde? Oui, ça fait longtemps que je veux pas avoir de César parce que... après, on risquerait de me proposer d'autres genres de films et moi, je veux faire des comédies. Voilà, mais t'es bien parti pour ça. J'ai lu dans le magazine Le Point que Philippe était considéré comme le nouveau Francis Weber. Mais alors ça, si c'est vrai... Mais c'est vrai. C'est un truc de ouf. Mais c'est un truc de Parce ouf. que moi, celui qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est Francis Weber, Ben voilà. avec Pierre Richard. Ben voilà. Où je voyais mes parents rire devant ces films dans le canapé, donc je connais les films par cœur. Et je l'ai même remercié du coup au générique de Baby Sting. J'ai dit merci Francis Weber et Pierre Richard pour m'avoir Ben, tu donné vois. envie de faire ce métier. Ben voilà. Est-ce que vous espérez qu'un jour on vous donne pas un César pour l'ensemble de votre œuvre? Mais le Graal, ce serait de ne pas avoir d'Oscar quand même. Oui. Oui, c'est ça. C'est ça. J'espère surtout ne jamais avoir d'Oscar. Pas du tout. Ah non, mais surtout pas. Après, obligé de tourner avec Brad Pitt, DiCaprio, tous les gens dont je suis fan. C'est une tanasse totale. Alors on commence avec vous, Vaïmalama Chavez. Bonsoir, Miss France 2019. Je crois qu'il y a depuis longtemps pas eu une aussi jolie Miss France. Entièrement d'accord. Entièrement d'accord. On a bien fait d'ouvrir le concours au temps sexuel, ça apporte un plus. Et je suis très heureuse de représenter tout le monde d'ailleurs. Ah, juste l'accent qui fait débander, mais c'est pas... Non, c'est pas vrai. Ça dépend pour qui? En fait, vous ne connaissez pas Laurent Baffy. Pas encore. Mais bon, je tâte le terrain là et... Après, ce sera moi. Alors, je rappelle le principe du concours Miss France, donc des jeunes filles qui veulent devenir médecins ou vétérinaires, qui gagnent et qui finissent animatrices sur la TNT. En général, c'est ça. C'est un point de vue. En ce qui me concerne, je souhaite terminer professeur de marketing dans un lycée. Ouh. Ah, j'envie les élèves. Ah ouais. Tu vas se mettre au marketing, Laurent? Je pense que je vais être très sévère. Ça risque d'être pas facile. Ça va, Ah, ça vous va êtes lui plaire dominatrice en plus. Et ça va lui plaire encore plus. C'est ce qu'ils cherchent en fait. Ouais. Attention, vous allez finir au coin. J'aime beaucoup sa répartie. Ah ouais, parce que Oh là là. non seulement c'est la plus belle, mais en J'y vais, plus elle a du maîtresse. caractère. Alors, Vaille,
j'imagine qu'en tant que Miss France, vous êtes pour la paix dans le monde, évidemment. Laurent. Quoi? Non, Ah reviens. non, j'ai pas dit de revenir, hein. Non, elle n'a pas dit. Ah, pardon. Vous êtes punis. Je peux revenir, maîtresse, s'il vous plaît? Non. Excusez-vous d'abord. Je m'excuse, maîtresse. Je tolère pour cette fois. Merci. Oh. Et je n'ai pas pété. C'est Comment tu fantastique. dis ça? Pas pété, Tahiti. Mais Vanne géographique. on dit papé été. Hein. Laurent, est-ce que tu sais ce que veut dire le prénom de Vaï Malama? Écoute, j'ai pas pour habitude d'insulter ta maman, donc je ne traduirai pas. Ça veut dire source de lumière. Ah, c'est joli. Ouais, mais on va- C'était le deuxième prénom de Lady Di. Ouais. Et Je suis flattée. Bah, dans le tunnel, elle l'a vu. ah, voilà. Je savais qu'il y avait une chute. Le 15 décembre 2018 à Lille, vous avez été élue Miss France, la 89e du nom, Magnéto Serge. Miss France 2019 et Miss Tahiti. un premier mot, Miss Tahiti, alors que vous pleurez de joie, vos impressions. Sapristi. Je saurais pas quoi dire d'autre. C'est waouh. C'est incroyable. C'est beau. C'est très beau. Il dit sapristi, à part Tintin et Emmanuel Macron, plus personne ne dit sapristi. Mais là-bas, ça veut dire putain de bordel à queue. Vous mesurez combien? 1m78 sans les talons. Ah ouais, c'est ça, ouais. Parce que là, quand vous avez la robe sur scène, c'est incroyable. Hein. C'est là, elle est magnifique. Hein. Elle est très grande. Très, très belle silhouette. Alors, tout le monde nous adore. Même Mélenchon. Chavez. Ah oui. Bien foutu quand même. Ouais, bien. Alors, en devenant Miss France, vous avez gagné plein de trucs. Une suite de 245 mètres carrés au Georges V. Bah, pour une nuit. Je savais pas combien elle mesurait et je me suis perdue dedans, effectivement. 245 mètres carrés. Qu'est-ce que vous avez fait cette nuit-là? Bon, on peut pas le dire. Parce que... Si. Alors déjà, j'ai pas dormi. Là, tu m'étonnes. Déjà. Oui, parce qu'on a quitté Lille, il devait être 1h du matin, le temps de revenir vers Paris, il était 3h, 4h du matin. Mais j'ai été prendre un bain à la place. Ah, d'accord. Parce que je trouvais que c'était... J'arrivais pas à dormir. Mais qui y avait avec vous? Il y avait Sylvie, il y avait Alizé, il y avait... beaucoup de monde, en fait. Pourquoi on n'était pas là? On est cons. On était où, nous? Alors, vous avez gagné 10 montres. C'est difficile de porter 10 montres, quand même. Eh ben, je peux en porter qu'une seule à la fois, Bah parce oui. que je trouve que ça fait bizarre. C'est une d'en montre que vous avez porter gagnée, 10. là? Oui. Et alors, ce qui est complètement con, vous avez gagné un voyage à l'île Maurice. Oui. Mais vous venez de Tahiti, ils sont complètement cons. Ça reste... Vous allez aller foutre à l'île Maurice. Je vais aller me promener. Vous allez y aller? Bien sûr. Ah bon? Évidemment, Ah bon. c'est pas comme Gennevilliers Tahiti. qui est bien aussi. Je connais pas encore. Ah oui, je vais te faire découvrir Gennevilliers. C'est hawaïen, c'est pas grave, Oui. hein, c'est pour faire voyager les gens. D'accord. Hein. Je sais que c'est pas tahitien. Bon. Alors, est-ce qu'en tant que tahitienne, en revanche, vous prenez les douches dehors quand il pleut? Ça arrive, Mais tu vois. mais pas en France. Pas en France, d'accord. Alors, vos parents ont fait 18 000 km pour venir assister au couronnement. Votre père est employé de poste à Papeete. Oui. Votre mère est infirmière. Et. Bah, Papeete. Non, elle est à côté, elle est à Pirée. 2 jours de bateau, quand même. Tahiti, ça mesure 73 km de long. On fait le tour de l'île en 2 heures en voiture. Ah ouais. Ça n'a rien à voir avec Ah ouais. les dimensions de la métropole. Alors, vous aviez 2 ans quand vos parents se sont séparés. Oui. Donc, toute votre vie, vous avez été en garde alternée, c'est Oui. ça? Et alors? Alors, c'est Fiou. Fiou, c'est un mot tahitien qui a été francisé. Je vous laisserai aller regarder. Fiou. C'est chiant, ça veut dire. C'est chiant. Ah oui, vous savez. Ah, il parle, il a j'ai appris. pas mal de tahitiennes, hein, j'ai un passif. Hein.
Il a Les filles me disaient, t'es fiou. À 18 ans, comme beaucoup d'adolescents en Polynésie, vous étiez en surpoids. Il y a un enfant sur 3 en Polynésie. Qui souffre de surpoids ou d'obésité, effectivement. Ouais, c'est incroyable. C'est un constat alarmant. vous pesiez, c'est 84 kilos. Oui. Ça va. J'arrive de Tahiti et c'est vrai qu'au petit déjeuner, ils sont tous, les enfants, en train de boire des boissons sucrées, du Coca-Cola. Mais c'est incroyable. Pas Il y a des tous, bouteilles. mais ils sont très nombreux. Énormément de sucre tout le temps, partout. Ah oui. Alors à l'époque, vous ne vous peignez plus les cheveux, vous portez des gros shorts de surf. Vous avez des lentes, enfin c'est pas une bonne période. Bah, à Tahiti, ça peut arriver, effectivement. Vous laissez, il vous laissait un peu aller à l'époque, c'est vrai, non? Oui, beaucoup. Ouais. J'étais très Comment, négligée. quand on vous voit là, on n'arrive pas à le croire. Ah ouais. La métamorphose. Hein. Ouais. Parce qu'à l'époque, on lui disait, Vainé, c'est gonflé. Et là, Miss France, quoi. Tu sais qu'à l'école, c'est incroyable quand tu la vois, ses camarades l'appelaient le monstre. Le monstre. Ça donne de l'espoir. Ah ouais. Et puis un jour, vous vous regardez dans le miroir et là, ça repart, vous vous dites je suis forte et je vais y arriver. Et vous décidez que tout ce que les gens pourront vous dire, vous vous en foutrez. Ça ne vous toucherait pas. Je décide que c'est moi qui compte et que ce qu'ils disent ne passe pas avant ce que moi je pense. C'est pas con, hein? C'est vachement bien. C'est vachement bien. Alors, hein, si les Miss se mettent à être intelligentes, ça va fausser tous nos repères. Hein, Pourtant, elles le sont toutes. C'est dommage que vous ne le voyez que maintenant. Vous avez raison, maîtresse. Tac, bim. Laurent. Ah, il a raison. Allez, au point. C'est bien, discipline. Quand vous voulez qu'il revienne, vous lui... Ah, il est mal barré. Moi, j'avais donné un avertissement. Je suis désolée. Ah oui, excusez-moi, maîtresse. Ah là là, comment elle l'a mis au pas, le Bafi, dis donc. Et moi, est-ce que je me comporte bien, maîtresse? Pour l'instant, ça va. Toi, t'as envie de te faire talquer. Alors, à partir de ce moment-là, vous changez votre façon de manger, vous faites du sport, et vous décidez donc de vous présenter au concours de Miss. C'est à la suite de plusieurs événements, effectivement. Non, quoi? Elle m'a gaulé tout de suite, hein. Vous inquiétez pas, je le surveille, maîtresse. Moi aussi, j'ai les yeux partout. Non mais, quand vous décidez de vous présenter à les concours de Miss, votre maman le prend très mal à ce moment-là, non? Elle n'est pas d'accord avec ce que j'ai envie de faire. Elle a d'autres projets pour moi. Alors, vous êtes ultra déterminé, hein, parce que vous devenez Miss Tahiti en obtenant un master en management. Mine de rien, quand même. Hein. Et en punishment. T'as vu comment elle te manage? Oh la vache. Oh la Attention, parce que tu vas te mettre à genoux si tu continues. Oui, pardon, excuse-moi, maîtresse. Pardon. Ah, je me savais depuis 25 ans. C'est la première fois que quelqu'un le met à l'amende comme ça. Et il obéit, t'as vu, il obéit. Ouais. Alors, cette détermination, aujourd'hui, vous la tournez contre le harcèlement scolaire. Revenez. Il peut revenir là, c'est le harcèlement scolaire, Laurent. C'est un sujet que tu connais, ça? Oh oui. Bon. Vous harceliez beaucoup? J'étais harcelé par mes profs qui voulaient que j'apprenne mes leçons, c'est con. T'imagines l'élève que c'était, Laurent? Ça devait pas être facile. Hein. Ouais, pas du tout. 700 000 gosses sont victimes de harcèlement scolaire, mine de rien. C'est beaucoup, un chiffre énorme, bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous faites pour ça? Parce que... Eh bien, pour l'instant, je ne sais pas encore qu'est-ce qu'il faut faire. Je souhaite écouter d'abord, parce que c'est ce qu'il y a de plus important en réalité. On a trop tendance à parler pour ne rien dire, en fait, parce qu'on a envie d'avoir la parole. Et ce qui compte, c'est de savoir comment est-ce qu'il faudrait réagir. Et pour ça, il faut une réalité du terrain. Et donc, poser des questions pertinentes, écouter les réponses et voir comment est-ce qu'on peut agir par rapport à ça. Alors aujourd'hui, vous êtes fier de votre 42? Oh oui, bien sûr. Alors, Sylvie Tellier a dit « Les Français ont voté pour les rondeurs cette année, et je trouve ça chouette. Elle est sympa, Sylvie Tellier? Non. Génial. Franchement, elle est géniale. Ah bon? Geneviève, elle est sympa, Sylvie Tellier? Non. non, elle n'est pas sympa. Non, pas du tout. Sympa. Non, tu peux me laisser dormir? Oui, bien sûr, Geneviève. Alors, il y a un truc terrible. Quel est-il? C'est qu'il paraît que jeudi soir, pour la Saint-Valentin, vous étiez seul. Enfin, oui et non. J'étais avec des copines. Ah bon, d'accord. Oui, et on a fait une soirée, une Saint-Valentin. Ah, joli. Voilà. Sans mec. C'est-à-dire? Raclette et copines.
Raclette et copines, d'accord. C'est vrai, ça fait contrepétrie, raclette et copines. Et en fait, non. Mais on a envie de le mélanger. Bah, dès qu'on la voit, on a envie de se mélanger, ça c'est... Avec de la raclette, probablement. Le fromage, c'est délicieux. On m'appelle fromage fondu, moi. Alors, mais ceci étant, t'as tes chances avec Vi, elle adore les blagues nulles. Alors, je vais te faire une blague, on va voir si tu la trouves. Comment appelle-t-on une manifestation d'aveugles? Festival de Cannes. Ouais, bravo. Ah là là. Alors, Michel, on va faire une interview. À quel âge? Si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi. Alors, vous me dites à quel âge pourraient correspondre ces phrases pour vous. J'ai voulu faire actrice. 6 ans. Ah ouais. J'étais quand même vraiment bien gaulé. À quel âge? Jusqu'à, on va dire, la quarantaine. J'avais vraiment pas une thune. Alors, j'ai eu de la chance, ça m'est jamais arrivé. Ouais, quand vous étiez petite, c'était dur à la maison quand même. Parce que quand même, ça ramait quand il y avait les huissiers qui venaient à la maison. Ouais, mais moi, j'ai jamais manqué de rien parce que mon père supportait pas l'idée que je n'ai rien. Il vendait ses meubles à ses amis. Voilà, il vendait parce qu'on faisait à l'époque des des saisies dans l'appartement. Ouais. Et donc, il fait venir les copains. Et quand l'huissier disait, bon, ben voilà, là, c'est tant ce fauteuil, cette table, etc. Donc, il y avait le copain de mon père qui rachetait les meubles. Donc, les meubles ne partaient pas de la maison. Voilà. Et ce qui était génial aussi, c'est que ton père allait dans des boutiques de jouets et te couvrait de cadeaux en faisant des chèques sans provision. Tout le temps, oui. Ouais. Et donc, on venait le dimanche d'après, et le monsieur disait à mon père, excusez-moi, mais là, le chèque, il n'était pas apprévisionné. Ah bon? Oh, ben ça... Bon, je vais vous en refaire un autre. J'ai eu la chance de le connaître. J'aurais pu tuer mon mec à quel âge? Le premier à 12 ans et demi. D'accord. Sexuellement, c'était le top. À quel âge? Oh, je pense qu'il n'y a pas d'âge. Ouais. Il y a les partenaires. J'étais dépressive. À quel âge? 42, 43. Quand vous avez divorcé? Mais ça va, vous en êtes bien remis? Ah bah oui, bah bien sûr, mais il faut se soigner. Hein. Ah ouais, franchement... Et ça a fait un bon spectacle. Ouais. Coécrit par Marie-Pascale Osterit. Bravo! 2 fois! À la fin de ma carrière, qui est pas loin, mais je serai... Dans 15 jours, ça va. Dans 15 jours, ouais. Alors, j'ai arrêté de croire à la fidélité à quel âge? Je me demande si j'y ai un peu cru, d'ailleurs. J'ai fait le deuil de mes parents. Non. Non. Vous l'avez pas fait, ça, en fait. Non. À n'importe quel âge, vous l'avez toujours Ouais, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour être orphelin. Ouais, bah oui. Et moi, je me sens sans mes parents tous les jours de ma vie. Ouais. J'ai fait la paix avec les mecs à quel âge? Toujours pas. Ah ouais? Bon, maintenant, vu les zigomards que j'ai croisés, là, non. Je fais pas la paix avec eux encore. J'ai fait la paix avec moi-même à quel âge? Je vais pas tarder. Ah. Chantal Latsou, vous êtes ici ce soir pour annoncer au monde entier qu'elle est enceinte. Votre nouveau spectacle Ouais. au Casino de Paris, donc du 12 au 19 janvier, puis une tournée dans toute la France, évidemment, Oui. jusqu'en juin 2019. Sans Attention. bande-annonce. Voilà, sans bande-annonce, oui. Ah oui. Il n'y a pas de bande-annonce. Non. La bande-annonce, comme disait Tim C'est Seat, elle. C'est moi. elle. Bah oui, c'est Je ça. suis un spectacle vivant. Et ça Plus de s'appelle... gens, ça va pas durer. Et ça s'appelle On the Road Again. Alors vous allez l'appeler On the Road Again, peut-être à cause de Can Hit, peut-être à cause de ça. Pourquoi? Un peu les deux. D'abord parce que je commence une carrière internationale. Donc, on the road again. Étant donné que les gens ne comprennent pas beaucoup ce que je dis, Oui, en je vais anglais, avoir ça une change rien. bande-annonce en dessous, Ouais. vous voyez. Non, c'est vrai. Votre mari l'appelle pas le spectacle On the Road Again, il l'appelle Enfin peinard tout seul à la maison. Alors on a l'affiche, hein, l'affiche quand même, on a la... L'affiche est sublime. Voilà, l'affiche est vachement bien. Vous avez un côté là... Alors là, c'est marrant, je peux vous raconter l'histoire de l'affiche. C'est qu'à la fin de la séance, je déteste faire des photos. Et à la fin de la séance, j'étais fatiguée. J'ai mis mes cheveux en avant et hop, le photographe, le génie du photographe, Pascalito, a surpris le regard. Qui est assez Vous génial. croyez pas qu'il se moque un peu de vous?
Pourquoi vous ne la trouvez pas bien? Si, j'adore. Ça vous modernise à mort. Complètement. Et je pensais qu'aujourd'hui, vous alliez arriver comme ça, moi. Peut-être, j'aurais dû le faire, oui. Ouais. Alors, comme il n'y a pas de bande-annonce, on va vous demander de quoi vous avez parlé. Est-ce que vous avez parlé de Michel? Oui, un petit peu. Oh, il est beau, on est pas mal quand Michel, même. Hein. Michel. 42 Il est, ans de attends, il est où, mariage. lui, il est sur la photo. Alors, il paraît que Michel, vous avez peur de le toucher des fois avec vos sketchs. Vous faites attention à ce que Oui, vous dites quand même. parce que quelquefois, il est un peu vexé. Mais ceci dit, il rit tous les soirs quand Ah il ouais, vient. quand même. Bah, quand Je tu vois les parle de recettes. lui, ouais. Je parle de lui et ses copains lui disent mais c'est de toi dont elle se moque. Il dit pas du tout, c'est pas moi. Ouais. Ou il est neuneux ou il est d'une mauvaise foi totale, faut savoir. Est-ce que vous avez parlé de vos petits-enfants? Parce qu'il y avait Georges, Baby Georges. Baby Georges. Et maintenant, il y a Gabriel. Hein. Gabriel, j'ai 2 petits-enfants et mon petit-fils est adorable. Mon petit-fils m'appelle Mommy. Ouais. Ah oui. Il a vu le film. Et l'autre jour, ma fille était à un mariage avec son mari. Et il y avait une grande tête de cerf comme ça, avec des bois gigantesques. Ça, c'est Michel. Oui, non, mon petit-fils a fait momie comme ça. C'est génial Non, quand mais- même. Il sait que t'es cocu, c'est marrant. Sérieusement, il paraît que les petits-enfants, quand ils passent, c'est vrai en plus, quand ils passent du temps avec Chantal, quand ils reviennent chez sa fille, ils n'arrivent plus à articuler. Oui, c'est vrai. C'est vrai aussi, c'est adorable. Bon, donc on a vu, il y a Michel, il y a les petits-enfants, il y a Giovanni. Giovanni, regardez. Ah oui, Giovanni, ouais. Oh Oh là là. Oh là là. J'ai présenté les Energy Awards avec lui. Et alors, il vous a tellement troublé Ouais, bon, aux pas- Energy Music Awards que vous avez annoncé le gagnant de la chanson internationale de l'année avant la fin du magnéto de présentation. C'est-à-dire qu'elle a fait la boulette. Non, je comprends rien à ces émissions où ça crie trop fort, ça parle pas, Ouais, donc ça- ouais, il y a de la ouais. musique et les gens Ouais. crient et c'est ça que je ne comprends Non mais Giovanni, rien. il est pas mal. Hein. Il est pas mal, Giovanni. Non, il est très sympa. Ah ouais. Et puis il est pas con pour un beau garçon. Ah. C'est vrai. Souvent on dit ils n'ont rien dans le citron. ça. Alors que vous deux, vous êtes moches, mais ils sont intelligents. Ils ont des trucs à dire. loin d'être cons. Alors donc, on a vu Michel, les petits-enfants, Giovanni. Est-ce que vous avez parlé, ça c'est quand même un truc, de la tentative de viol là, sur le bateau là? Ah non. Vous en parlez pas? C'est vrai, vous avez entendu ça quelque part? C'est vrai que j'ai failli. Elle violer. visitait un bateau, le mec lui dit viens voir mon bateau. Et elle y va, et quand elle visite le bateau, le mec la pousse dans une cabine. Oui. Et il a essayé. Et on hein. s'est battu pendant 3 heures. Il a essayé. hein. Il a essayé, il n'a 3 pas heures. réussi. J'ai pas réussi à le violer. Alors, je vais vous proposer des photos, parce qu'on n'a jamais su finalement qui était ce gars-là. Je vais vous proposer des photos de suspects, et vous allez me dire si vous les reconnaissez. D'accord. Voilà, c'est Usual Suspects. On commence. Est-ce que c'est lui? Non. Est-ce que c'est lui? Non. Est-ce que c'est lui? Ah, il y a quelque chose, oui. C'est Perron. Il t'a baisé sur le perron, lui. C'est Loïc Ferron. Est-ce que c'est lui? Non. Alors c'est lui. Je suis sûr que c'est le suivant. Lui. Ah, et lui, je l'ai rencontré. Non, parce que sinon on a une autre solution, c'est lui. Qui c'est? Bah, Christophe Colomb. Ah, Christophe Colomb, non. Enfin, l'important, c'est qu'il ne soit pas arrivé à ses fins. Exactement. Ce salaud. Et j'étais vierge en plus. C'était quand, ça? Merde. Il n'y a pas très longtemps. Ça a été daté au carbone 14, cette histoire? Tu te souviens de ça? Eh, il y a un truc, je ne sais pas si vous en parlez, c'est la période sombre de votre vie. Oui. Quand vous étiez prostituée. Oui. Magnéto, Serge. Bonjour mon minou. Prenons les feux ici. Tu nous fais un verre? Oui, mais je cherche monsieur Charles Vernois. Tu connais pas? Connais pas. Qu'est-ce que tu lui veux à Charles Vernois? Tu volais là, non? Pas Faites mal. bien la pute, hein? Je faisais des putes ou des concierges à l'époque. J'en ai eu marre, j'ai arrêté. Et vous avez fait de la scène. Ouais. Avec quel succès? Mais j'ai failli, d'ailleurs, j'ai failli faire les valseuses quand même. Ah ouais? Ah oui, j'avais fait le casting des valseuses. À la place de Depardieu? Non, le rôle de Miu Miu, figure-toi. Ah, dommage, ça aurait été Et bien. le mec, à un moment donné, me dit enlève ton soutien-gorge, enlève ton t-shirt. Et j'ai pas voulu le faire. Non. J'ai fait des photos avec un copain. Alors que bien, regarde. maintenant, vous le feriez volontiers. Maintenant, je le fais, oui. Ils sont punis, maintenant, Ouais. je le fais. Voilà. Mais si vous voulez, j'ai pas voulu le faire, donc j'ai pas eu le rôle. J'ai raconté ça à Depardieu il y a pas longtemps, il m'a dit t'as qu'à me les montrer maintenant.
Alors Lambert Wilson, malgré votre immense carrière, vous êtes toujours aussi humble. Il est temps que ça change. On va faire une interview. Alain Delon. Mais quand je suis tout seul, derrière les mots, derrière l'image, il n'y a plus de cela. Est-ce que vous pensez que Lambert Wilson peut tout jouer? Lambert Wilson pense qu'il peut tout jouer, en effet. Pourquoi pensez-vous que les femmes aiment autant Lambert Wilson? Les femmes aiment Lambert Wilson parce que Lambert Wilson est beau. Pourquoi pensez-vous que les hommes aiment autant Lambert Wilson? Et les hommes aiment beaucoup Lambert Wilson parce que les hommes aiment leurs femmes qui aiment Lambert Wilson. Ah oui, d'accord. Lambert Wilson pense-t-il que ces films seront un jour étudiés dans les lycées? Lambert Wilson sait que ces films sont étudiés dans les lycées, car La princesse de Montpensier est étudiée dans les lycées. Lambert Wilson trouve-t-il qu'un théâtre Lambert Wilson serait quand même la moindre des choses? Lambert Wilson pense qu'un opéra serait mieux destiné. C'est vrai que Garnier, on ne sait même plus qui c'est. Alors que Lambert Wilson, oui. Est-ce que vous pensez que Lambert Wilson doit beaucoup à son extraordinaire physique? Et Lambert Wilson doit beaucoup à son nez. Ah oui. Et en général, quand on a un grand nez... Et des grandes mains. Est-ce que Lambert Wilson compte bientôt avoir une rue à son nom? Lambert Wilson a déjà une avenue à son nom, l'avenue du président Wilson. Ah, mais c'est vrai. Est-ce que Lambert Wilson est une star au Japon? Et Lambert Wilson ignore le Japon. Lambert Wilson, ce Lambert Wilson quand même. Est-ce que Lambert Wilson pense que je mérite vraiment de le recevoir ce soir? Lambert Wilson apprécie cette invitation. Comment Lambert Wilson conclurait-il cette interview pour laisser une trace indélébile dans l'histoire de la télévision française? Je vous ai compris. Triomphe, triomphe. Bravo Lambert. Le blind test. Donc d'abord, Laurent, si tu pouvais t'asseoir ailleurs. Bien sûr, Non, Thierry. non, pas encore au piquet, pas encore. M'asseoir ailleurs. Non, prends ton siège et mets-toi n'importe où, mais... Mais pourquoi? Parce qu'il souffle. Ah, il souffle. Ah ouais, non, souffle pas. Ah. Tu vas où? Ailleurs, tu m'as demandé de m'asseoir ailleurs. Alors c'est Très tout bien. droit, hein, tout Allez. droit. Très bien, attention. Alors ce soir, le thème du blind test, c'est les surnoms. Évidemment, c'est en hommage à Christophe Willem, la tortue, donc les surnoms, voilà. Ouais. C'est-à-dire, vous devez trouver D'accord. qui chante, mais si vous trouvez le surnom, là, vous marquez 2 points, évidemment. D'accord. Et alors là, le vainqueur Ouais. devra célébrer sa victoire comme un joueur de foot qui marque un but. On va regarder d'ailleurs les meilleures célébrations moi, je de vais gagner. la saison. Magnéto, Serge. Et voilà. Attention, musique. Qui chante? Hip-hop. Iggy Pop. Iggy Pop. Mais non, mais ici, Iggy Pop. moi aussi, j'ai chanté Quel est- avec lui. Iguanon. Arrête de Quel est taper son surnom? Ariel. J'ai chanté Ah avec ben lui. moi aussi. Attendez, attends, quel est son surnom? L'iguane. L'iguane. Allez, allez. Je donne 2 points. 2 points à Ariel Dombal. Laurent, C'est toi qui as dit. C'est moi qui ai dit l'iguane. non, c'est pas ça. C'est quand tu dis Iggy Pop, t'as le droit, c'est à toi que revient le droit pourquoi de on dire... changerait parce pas que- cette règle? Non, pas ce soir en tous les cas. Alors c'est moi qui ai gagné. 2 points, 2 points. Je suis ravie. Laurent, ah, je vois pas Laurent là-haut.
Je suis encore plus perché qu'Ariel. Attention, musique. Enrico Macias. 113. Faudel. Le surnom. Le petit prince du rail. Le petit prince du rail, 2 points. Non, je le savais. Pour Je le Christophe savais. Willem. Attention, musique. Piaf. Piaf. Allez, venez, Milord. Allez, venez, Milord. Oui, le surnom. La môme. La môme. La môme moineau. Oui, la môme est... Alors, 2 points pour Willem, 2 points pour Ariel, 1 point pour ma fille. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable. Allez, venez, Milord, la 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 la. Elle aura pas de point en plus. La. Allez. 1 point pour Ariel. Non. Ça fait 3 points pour Ariel, 2 pour Willem, T'as donné 1 pour l'idée. ma fille. Tellement je t'aime, je pense à toi. Ça, je peux avoir un point, moi. Attention, là, ça va aller très vite. Musique. Michael Jackson. Oui, le surnom. King of Pop. King of Pop, bravo. Ok, lui. Ah non, là, c'est dur pour toi, là. Attends, je suis désolé, hein, vraiment. Ah, je suis désolé de ne pas tricher, en fait. Mais tu triches pas, toi. Ah, bon, voilà. Attention. Bon, reviens, Laurent. Non, reviens. je reste là. Non, reviens, non. Laurent. Même pas en rêve. Reviens, Laurent. Allez, finissez. Ah, il veut pas. Il veut plus revenir. Ah, Là, je vais vous cracher dessus, c'est rigolo. Il est casse-couille. Attention, musique. Dutronc. Bien Elvis. Le King. Donc en fait, ce jeu, ça s'appelle... 1 point pour Boubli, qui a trouvé Presley. 1 point pour Ariel, qui a trouvé le King. Ça, c'est non, mais vrai. attends. Laurent revient. Alors, Jamais. Là, les règles du jeu changent avec Ariel. Donc le jeu s'appelle « Il faut qu'Ariel gagne non, mais voilà. Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai pas du tout envie qu'Ariel gagne, simplement parce que Non, mais tu c'est vois la Ariel en train de vérité. faire la célébration de foot. Je préférais que ça soit toi. Hein. Non, parce qu'elle pourrait soulever son maillot, ça ferait de l'audience. Ça serait chouette. Musique. On paye de l'argent facile, combien sont Bouba, Le surnom. B2O, Boulby, le Duc de Boulogne. Ah, attends. On n'est pas obligé d'écouter ça non plus, hein, c'est un jeu. Et le surnom de Booba, c'est le petit ourson. Ouais, il y a aussi 23 cm. Qui gagne? Max Boubli est en tête. Est-ce que tu acceptes? Tu n'es pas obligé d'accepter, tu peux partir avec ton pognon. Hein, dis-moi, tu peux j'aime rentrer le challenge, dis-moi. Non, si tu aimes le challenge, est-ce que tu acceptes le Super Banco? En vrai, je partirais avec ça, mais je sens que je vais décevoir tout le monde. Allez, Non. vas-y, Super Banco. Bravo. Le Super Banco. Ah là là, j'adore. Oh là. Ça, c'est The Originals. Down to Love Town. Mais bon, c'est pour moi. Allons-y. Ouais. Musique. J'ai reconnu. Brassens. Bésame, Carla Bruni. Non, l'autre. bésame. Carla Bruni. Non, l'autre. Hey. Ariel Dombal, et son surnom. La chatte perchée. Non. La dame à BHL. Voilà. La dame à BHL. Cul et chemise aussi. Bon, donc c'est de toute évidence Max C'est lui. qui va nous faire effectivement la célébration du match de foot. Attention. Mais c'est dingue. Au début, Thierry, regarde ce qu'aurait pu faire Christophe.
Christophe, Ouais, très bonne bonne idée. suggestion. Comment Christophe, Vas-y, nique-le. Allez. attention, hop. Parfait. Et Ariel. Je vous demande de vous arrêter. Ariel, va pas te faire mal avec leurs conneries. Hein. Non, non. T'es sûr? Attention, musique. Ariel, elle est énorme, elle est énorme. Et maintenant, c'est l'heure des infos de Viso. Très bien, et vous? Ça va très bien, là je vais dire jingle, attention. Bah, dites-le. Attention, jingle. Allez, c'est parti, on commence par ce constat. Le nombre de naissances continue de baisser en France. Et donc, contrairement à Emmanuel Macron, les Français, eux, savent se retirer au bon moment. Et ouais. Emmanuel Macron qui, cette semaine, aurait déclaré « Je marche sur la glace ». Et nous, on pensait avoir élu Kennedy. Et bim, on se retrouve avec Candeloro. Élection européenne à droite. D'abord, Wauquiez choisit un trio emmené par François-Xavier Bellamy. Il est venu d'ailleurs chez vous il y a quelques semaines pour la liste LR. François-Xavier Bellamy, Agnès Evrin et Arnaud Danjean sont les trois. Ça faisait longtemps que chez les Républicains, on n'avait plus vu de nouveaux visages. Enfin, je veux dire, à part celui de Rachida Dati. Non, c'est pas bien. Non. Elle aime pas Thierry. Elle aime pas qu'on se... Elle l'a dit cette semaine, elle a dit Rachida a poussé un coup de gueule, elle a dit après les critiques sur son physique, elle en a marre. Alors on va mettre les choses au point, Rachida Dati. Moi, c'est pas son physique que je critique, c'est son chirurgien. De l'autre côté... À gauche maintenant, avec Place Publique, Raphaël Glucksmann se donne 2 mois pour unir la gauche. Waouh! C'est déjà drôle, là. Ouais, je serais lui, je commencerais par un objectif plus accessible, je sais pas, régler le conflit israélo-palestinien, un truc un peu... Et puis, comme un malheur n'arrive jamais seul, bim, le lendemain, Anne Hidalgo soutient Place Publique. Là, je pense vraiment qu'il n'y a pas pire soutien. Enfin, il y avait Ségolène Royal et Nordal Lelandais, mais... Vatican. Le pape dit non au mariage des prêtres. Tout de suite, le cardinal Barbarin a tweeté... Et pour l'adoption, comment on fait? Émirats Arabes Unis. Les Émirats Arabes Unis, un prix pour l'égalité femmes-hommes a été décerné, mais seulement à des hommes. C'est bien. Oui, bon, non, on va pas leur jeter la pierre. Bah, d'abord parce que c'est pas toujours mieux en France, et puis surtout parce que là-bas, c'est pas aux hommes qu'on la jette, la pierre. Politique internationale, le Forum économique de Davos s'est ouvert sans Trump, sans Macron, sans Theresa May, ni les États-Unis, ni la France, ni la Grande-Bretagne. Pour vous donner une idée, c'est comme si le Forum international de la pédophilie s'ouvrait sans la Thaïlande, la Belgique et le Vatican. Justice. Affaire des lasagnes de cheval. Le procès Spanghero a commencé cette semaine. En gros, il s'agit d'une affaire de faux et d'usage de chevaux. Ouais, c'est la plus fine, c'est la plus fine. Oui, petit jeu de mots sur le suivant est encore meilleur. Toulouse, une sœur dominicaine accusée d'agression sexuelle. Ça doit être la sœur dominicaine Strauss-Kahn. J'avais dit qu'elle était bonne. Santé. Les poils. Alors attention.
Ça, c'est important à le savoir, Laurent. Les poils anti-adhésifs peuvent réduire la taille du pénis. Je te l'avais dit. Voilà. C'est la conclusion d'une étude hyper sérieuse. Je sais pas. C'est pas la cuisine. Mais voilà, ils ont analysé les composantes chimiques dans les poils à frire. Alors moi, je savais bien qu'il y avait quand même un argument scientifique pour laisser les femmes faire la cuisine, sinon on irait. Oui, bah c'est... Attention, dans le sens inverse, il y a une autre étude, toujours sur la santé. Se mettre du persil dans le vagin est une pratique dangereuse. Voilà. Oui, mais avoue que c'est joli. Mais franchement, mais qui fait ça? À part Émeric Caron, qui fait ça? Des bouchers. Voilà, oui, je sais pas, mais déjà, quand tu dragues une femme et qu'elle a un bout de persil entre les dents, c'est gênant, mais de là à avoir toute la botte... Enfin, non, mais c'est gênant, c'est gênant. Et en même temps, je vais vous dire, moi je suis belge, donc si vous ajoutez un peu de muscadet, des oignons en tranches, une noix de beurre, un peu de poivre et du sel, ça fait une excellente recette de moule au vin blanc. People, on va en Algérie où Miss Algérie est noire cette année et c'est une première et ça a provoqué un déferlement de racisme sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je peux vous dire que quand Éric Zemmour a appris qu'il y avait des Arabes noirs, il a fait un AVC. Cela dit, moi je dis chapeau aux Algériens parce que pour une fois lors d'une élection, ils élisent quelqu'un de vivant. Je dis chapeau, je dis chapeau. Bravo. Ça va. Il est bon. Tout autre chose, des fèves Johnny Hallyday dans la galette des rois, c'était la nouveauté cette année, c'est sympa. Il paraît qu'il y a aussi des fèves David et Laura, mais ils les ont pas mis dans la galette, ils ont mis à côté. Comme ça, ils regardent de loin leur part du gâteau. Et... People, enfin, Julien Lepers sous le coup de 2 redressements fiscaux. Oh, c'est oui, c'est oui. 2 à la suite. Oh, c'est beau, Julien. Vous partez avec l'encyclopédie en 27 volumes de l'art de se protéger l'anus en milieu carcéral. C'est oui. Allez, les brèves. Aux USA, un coureur cycliste de 90 ans contrôlé positif, Thierry. Bon, l'avantage des contrôles avec un sportif de cet âge-là, c'est que pour le prélèvement d'urine, après la course, on lui demande juste son slip. Elle est visuelle, celle-là. En Suisse, il vient réclamer sa drogue aux objets perdus après avoir oublié sa valise qui les contenait dans le TGV. Alors évidemment, il s'est fait arrêter, le con, évidemment. Ah non, mais ça, c'est le problème quand t'as pas inventé la poudre, mais que tu veux quand même la consommer. Bravo. Elle est poussée aussi, ça. Ah, et c'est là, le boulot, hein. À New York, il lui demande sa main, elle lui dit oui, et la bague tombe dans un trou. Alors, c'est pas de chance, parce que normalement, après avoir offert la bague, c'est lui qui... Allez, la culture. Allez, cette semaine, je vous emmène au musée de la nourriture dégoûtante. Alors, c'est le petit cadeau de Noël. En Suède, le Disgusting Food Museum s'est ouvert à Malmö. Alors, comme c'est bientôt Noël, peut-être ça donnera des idées. Il y a 80 plats, produits ou recettes dégoûtantes. L'occasion, évidemment, de préparer son réveillon chez Belle-Maman. D'ailleurs, à l'entrée du musée, on offre des sacs à vomi aux visiteurs. Eh ben ouais, des sacs à vomi, de la nourriture dégueu. Alors, on se croirait sur un vol Air France. Mais commençons, peut-être vous en connaissez certains. Le Casumarzu, c'est un fromage de Sardaigne dans lequel de petits asticots grouillent. On en trouve aussi en Corse. Et ça aussi, ça m'a surpris, parce que c'est rare de voir quelque chose en Corse qui se grouille. Mais... wow. Alors, celui-là, il est... Heureusement, j'ai pas de villa en Corse, mais voilà. Alors la suivante, c'est une recette philippine, ce qu'on appelle le balut, c'est-à-dire c'est un embryon d'oiseau bouilli dans sa coque, hein, ce que Véronique Courgeot appelle un Kinder Surprise. En tout cas, j'éviterai de servir ce fœtus à la cantine de Sens Commun. Autre plat qui aura son petit succès, le cochon d'Inde grillé. C'est spécialité au Pérou. Voilà, c'est ce que Passepartout appelle un cochon d'Inde de Noël. Grillade toujours avec la tarentule grillée. Donc là, méfiez-vous si on vous propose un plat de pâtes. Mais ce que j'aime ici, c'est la tentative d'amadouer avec des concombres coupés en fleurs à côté pour donner un petit peu envie. Plus étrange encore, un pénis de taureau. Ça, c'est le plat préféré des féministes radicales. Ouais. Spécialité chinoise, oui. Alors, on comprend aisément pourquoi le plat exerce une forme de fascination en Chine, ce qui serait moins le cas au Sénégal. Ouais, non, ça va pas l'air bon.
Alors la suivante, le Mongolian Bloody Mary. C'est une sorte, c'est Bloody Mary normal, sauf qu'on y a ajouté un œil de chèvre dedans. Ou alors, c'est Jean-Marie Le Pen qui s'est trop penché au-dessus de la casserole dessus. On ne sait pas. Et pour terminer, on prendrait bien un petit café café Luwak, en Indonésie. Les civettes qu'on voit à côté, elles adorent avaler les graines de caféier, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, mais du fait d'un système digestif peu performant, elles ne digèrent que la pulpe, et le fruit, le grain de café, ressort de l'autre côté, et ça en fait un des cafés les plus chers du monde, et c'est amusant, parce que d'habitude, c'est le café qui te donne un bon transit, alors ici, c'est le transit qui te donne un bon café. Et... c'est rigolo. Et en fait, le musée veut surtout faire réfléchir au dégoût. Parce que ici, évidemment, c'est pas un plat qui existe, c'est une installation, mais c'est le nombre de substances chimiques qu'on va retrouver dans une belle tranche de jambon qui ne nous dégoûtera pas. Donc, ça fait réfléchir. J'ai un petit dernier pour vous faire plaisir, qui vient d'Afrique australe. Ce sont des chenilles, une source importante de protéines, et c'est surtout l'occasion de tomber amoureux, puisque plus on mange des chenilles, plus on a de chances d'avoir des papillons dans le ventre. Je voulais terminer mon année sur une blague. Excellent, excellent. Allez, excellent. Allez au musée. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.